Nouvelle année, nouveau challenge. Et on va cette année tous ensemble faire fructifier notre argent parce qu'on vous donne beaucoup de conseils pour en gagner, mais on veut aller plus loin. On va vous aider à faire fructifier votre argent en Afrique, en plaçant sur les marchés africains, donc un investissement de conviction, parce qu'on pense que c'est le plus important, c'est l'action. C'est pas juste de dire je veux aider à développer l'Afrique, mais c'est qu'en fait vous le fassiez et le faire sans prendre trop de risques comme dans des terrains ou trop d'énergie comme dans du Airbnb, dans plein de trucs compliqués. Si vous avez de l'épargne que vous voulez l'investir et la placer pour avoir des retours 2, 3 fois, 10 fois supérieurs à ce que vous pouvez PEL. voilà, au petit plan épargne que tu as que ta banque te donne. On pense qu'il y a bien mieux à faire et on va ramener des experts pour vous aider à le faire avant de monter ensemble un programme dans lequel on sera dans l'action tous ensemble à investir avec des points mensuels. Mais avant ça, si vous voulez en faire partie, si tout ça vous intéresse, rendez-vous le 2 février. Oui, rendez-vous le 2 février parce qu'on va mettre en place ce programme. Ceux qui voudront y accéder pourront. Mais avant ça, comme l'a dit Moulay, on veut vraiment co-construire, vraiment être parfaitement clair sur les inquiétudes des uns et des autres. Donc, on va organiser des podcasts en live où vous pourrez vous connecter, poser vos questions aux experts qui seront avec nous. Ceux qui seront à Abidjan pourront être présents. Mais c'est super important qu'on vous écoute, qu'on entend, qu'on sache vraiment. Parce que nous, on nous a tellement demandé de pousser cette thématique. Ouais. Nous-mêmes, on va découvrir des choses. Exactement. Et on veut le faire ensemble. Est-ce que tu as parlé du Accountability Group? Exactement. Donc, tous ensemble, on va investir, on va se suivre avec un point mensuel inclus dans le programme. Donc, c'est le moment, si vous voulez déjà avoir un maximum d'informations, inscrivez-vous. Ça va être le 2 février, mais on ne donnera les infos qu'à ceux qui se sont déjà inscrits. Donc, c'est gratuit. Profitez-en. C'est pas toujours gratuit ce qu'on fait. C'est le live qui est gratuit. Exactement. Donc, allez-y maintenant. Inscrivez-vous pour ce live, les épisodes live et posez vos questions le 2 février. Et après, une fois qu'on rejoindra, on construira le programme, là, il y aura effectivement, comme dit avec Kaï, un suivi mensuel tous ensemble. Et plein d'autres choses. Donc, on ira jusqu'à vous donner des ressources. Et encore une fois, on ira dans l'action. Il y aura de l'information, mais surtout beaucoup d'action pour que cette année soit l'année où vous faites fructifier votre argent en Afrique. Toujours l'action. Allez, bon épisode à tous. À très vite. Shalom. Salam. Salut. Ah, guess who's back? Exactement. Tell your friends. Guess who's back? Tag your friends. Tag your friends. Ça, le plus important dans les commentaires, là. Voilà. Guess who's back? Hey. Paola est parmi nous. Voilà. Welcome back. Hi, Welcome back. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Allez. Ça commence à devenir la maison. Voilà. Oui, c'est la maison. Mets-toi à l'aise. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, faut te présenter quand même. Tout à fait. Il y a encore tellement de monde, tu sais, l'internet est vaste. Paola Audrey-Ndengue, entrepreneur, animatrice, productrice télé. Voilà. Ça va, non, c'est court, c'est concis, c'est précis. T'as vu là? Tu es choqué, Kaï. Ah, il est choqué. Là, même, on est déstabilisé. Bon, c'est Moulay qui a eu l'idée de ce thème. Alors, c'est un très bon point. Je pense que ça fait un moment... On en a fait un premier épisode avec Edith sur santé mentale au tout début du podcast, je crois, il y a plus d'un an, peut-être 2 ans, je pense maintenant. C'est même. ça. Et en fait, le sujet, c'était que je trouvais que, notamment Kaï et moi, à l'époque, on a beaucoup parlé de la santé mentale de l'entrepreneur en général. Edith a fait énormément d'efforts pour se livrer et expliquer ce qu'elle a vécu. Très bel épisode d'ailleurs. Oh, merci beaucoup, vraiment, pour nous dire à quel point la charge en tant qu'entrepreneur, elle l'a mal vécu et surtout, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être différemment quelqu'un qui apporte sa valeur et qui, aujourd'hui, elle a aussi son média. Il y avait complètement tout. différent. Elle expliquait Sans comment elle faire s'est la accrochée boîte. à des statuts, comment elle s'est accrochée à l'image. À des locaux. Ouais. Voilà. On est tous passés par là. Voilà. Et cette charge qu'elle est derrière, donc je trouve que c'était vraiment intéressant, mais j'aurais aimé qu'on aille plus dans ce que les gens maintenant sont dans le podcast apprécient quand même, c'est les partages d'expérience. Donc Kaï et moi, on n'a pas vraiment partagé notre expérience sur la santé mentale. Parce qu'en fait, on a plus été sur illustrer ce que Edith expliquait sur le rôle d'entrepreneur et la charge qui était associée. Mais si je peux me permettre, parlant probablement au nom de vos spectateurs très nombreux, je pense que vous parlez de vos expériences. En fait, c'est juste qu'elles sont disséminées et c'est quand ça se prête à un propos de vos épisodes. Sinon, moi, j'ai l'impression que vous en parlez plutôt souvent. Merci. Voilà, c'est juste que vous n'avez peut-être pas pris un épisode entier. Et je pense qu'on va le faire là. Mais sinon, je pense que vous y faites allusion assez régulièrement. Et on est aussi là...
c'est l'occasion de parler de ton nouveau bébé. Oui. Dans lequel, justement, la santé mentale est très présente. Je te laisse nous présenter ça. Tout à fait. Alors, le nouveau bébé s'appelle Open. C'est une émission qui marque mon retour devant la caméra après, on va dire, un hiatus de 3 ans où je suis allée travailler en entreprise, etc. Où j'ai vécu storytelling qui marque mon retour après 3 ans. Parce que c'est le cas. Notez. Voilà. Non. Vous inquiétez pas, elle sort bientôt un e-book sur comment parler comme elle. Tout à fait, j'ai un e-book sur la prise de parole en public. Merci pour le plug. On place ou pas? Suivez Paula Audrey. Voilà, c'est ça qui est bon. C'est ça que j'adore venir ici. C'est ça. Alors non, mais l'émission, effectivement, la dernière fois que j'animais, j'étais en télé. Je suis allée travailler comme directrice générale d'une application de streaming, et donc j'ai fait d'autres choses entre-temps. Et entre-temps, j'ai décidé d'ouvrir en fait mes messages Instagram à ma communauté, avec qui j'échange énormément tous les jours. Et donc c'est une conversation qui a commencé comme ça sur un peu les affres de la vie adulte, parce que personne te donne un manuel pour tout bien faire correctement. La moitié du temps, tu apprends sur le tas. Et donc ça a commencé sur, bon, comme d'habitude, très classique, les rapports hommes-femmes. Mais après, ça a été sur la parentalité, ça a été surtout les parents. C'est incroyable comme ça revient dans tous les messages, tous les sujets. Peu importe ce qu'on fait, on revient toujours sur, à un moment donné, le rapport aux parents. Et donc les rapports de la famille. Les rapports au père, à la mère, etc. Ça revenait énormément. Et donc, je pense que j'ai eu le déclic quand j'ai lancé ces conversations ouvertes, du coup, Open Conversation, sur la santé mentale spécifiquement, avec une question banale un soir où j'ai dit... Qui parmi vous ici a déjà été consulté un psy, et est-ce que ça vous a concrètement aidé ou est-ce que finalement pas plus que ça? Parce que je me rendais compte que dans mon entourage, j'avais 2 personnes qui se connaissent pas qui consultaient un psy en même temps ici à Abidjan. Je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et j'ai eu une avalanche d'une centaine de messages pendant 3 jours. C'était incroyable. C'est allé très loin. Il y a même un moment où j'ai dû intervenir personnellement, appeler les urgences psychiatriques. Sérieux? Ah oui, parce que j'ai mis une menace de tentative de suicide. Enfin, c'est allé très très loin. Ça a été intense, ces 3 jours-là. Dans tes messages, il y avait des gens pour lesquels tu t'es inquiété de leur santé mentale au point d'intervenir. Qui me disaient oui, parce elle m'a littéralement écrit, je suis sur le point de me taillader les veines. Wow! Ouais. Donc c'est allé très très loin. Même des personnes proches, j'aurais pas soupçonné, ont profité de ça, des amis, avec qui on n'avait pas de limite en termes de ce dont on peut parler, qui ont fini par me dire, en fait, j'ai fait une tentative de suicide il y a 3 mois. Quoi? Ouais. Ah non, mais c'est ça. J'ai pris quelques jours après ce truc-là, je me suis un peu déconnecté parce que ça faisait. C'était parti de ça. Oui, c'était parti de là. J'avais juste lancé une conversation vraiment très banale. Je pense que tu vois ce que je poste souvent. Je poste des sujets et puis les gens m'envoient des messages. Je détourne pour que ce soit anonyme. Et je pense que c'est le caractère anonyme qui a vraiment permis aux gens, du coup, de m'écrire de manière complètement libre, sans s'auto-censurer, parce qu'ils savent que, 1, il n'y a pas de jugement, et 2, on ne sait pas qui c'est. Et des fois, et c'est là que je me suis dit, il faut peut-être que je fasse une émission, c'est que j'ai réalisé, quand je regardais la longueur des messages, parfois, je me rendais compte que les gens, en fait, ne m'écrivent pas à moi. Parfois, ils s'écrivent à eux-mêmes, en vrai. C'est un exutoire. Ouais. Parce que quand j'ai pris un message une fois, je l'ai copié, ça faisait 3 à 4 pages Word. Sur Instagram. 3 à 4 pages sur Instagram. Oui, donc tu imagines le temps que la personne a pris pour écrire. Voilà, donc les gens en ont gros sur la patate. Les gens en ont gros sur la patate. Elle a vu une porte qui s'ouvre, quoi. Là, il y a une opportunité de parler. Exactement. Et en fait, ça a créé une espèce, pour moi, de cercle vertueux, parce que du coup, plus je publiais ces messages-là, où il y avait quand même beaucoup un sujet de honte. Ah ouais? Oui, beaucoup un sujet de honte, beaucoup un sujet de je suis très en retard par rapport soit à mes frères, mes sœurs, mes copines, les gens que je vois sur les réseaux, etc. Non, mais on s'en rend pas compte, ça travaille. Et de la comparaison. Oui. Honte de la comparaison. Il y en a même, j'essaie de leur faire comprendre que la comparaison n'est pas nécessairement l'approche à avoir, surtout sur certains sujets où on est sur des chemins très uniques, chacun. Mais en fait, les gens sont tellement absorbés par, tu vois, le vécu des autres quotidiennement, dans les feeds, etc., qu'à un moment donné, ils s'y perdent complètement. Même des gens qui, en principe, ont les 2 pieds sur terre, ont une famille, ont un job, sont très bien intégrés socialement, mais tu hallucinerais sur les questions qui les taraudent la nuit, tu vois. Et donc, moi, j'ai accès à ça depuis 3 ans, littéralement. Tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent. J'ai une jeune femme qui m'écrit il y a 2 jours parce que elle vient de se rendre compte qu'elle est enceinte, son mec veut pas garder le bébé, elle sait pas quoi faire. Je suis la première personne à qui elle écrit. Elle a 2 sœurs, elle a des parents. Mais je lui dis, mais pourquoi tu ne vas pas d'abord... Parce qu'elle se dit qu'avec moi, je ne vais pas la juger. Ah, c'est ça qui manque, c'est le fameux safe space. C'est le safe space. Donc, c'est là que je réalise
que j'ai créé un safe space. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai pris des automatismes dans un de mes anciens jobs quand je travaillais pour MTV Sugar Baby, qui était une campagne de sensibilisation VIH. Donc, on avait des formations avec ce qu'on appelle les éducateurs, les pères éducateurs, c'est-à-dire des gens qui vont dans les communautés pour les sensibiliser sur le port du préservatif, etc. Moi, j'ai fait ces formations-là. Et dans ces formations, on fait ce qu'on appelle la prise en charge de la parole de la victime. Oh. C'est une partie de la formation où on t'apprend comment prendre en charge une personne qui est victime d'inceste, de viol, etc. et créer un environnement sain pour que la personne puisse se livrer. Et donc, je pense qu'en fait, j'ai fait ces formations-là, j'ai absorbé en fait la technique de ça, et quelque part, c'est ça que j'ai reproduit sur Instagram sans forcément le vouloir. Et donc, les gens sont de plus en plus safe. Et ça crée un truc de « Ah, mais mince, je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Ah, il y a telle personne qui vit ça. » La pression sociale, par exemple, c'est, je pense, le sujet qui revient le plus. Bref, long story short, je me suis dit « Il faudrait que je fasse quelque chose de ça. Il faut qu'on sorte du cadre d'Instagram parce que c'est clairement, il y a quelque chose. » Pour toi, ça doit être lourd. C'est lourd. C'est drôle, les gens me posent souvent cette question. Je pense que ce qui me sauve à moitié, c'est mon espèce de mémoire sélective. C'est-à-dire que je recueille, j'accompagne, j'écoute, je ne juge pas. Dans 3 jours, je me rappelle pas de tous les détails. Parce que les gens me donnent un niveau de détail. Ouais, c'est dur, sinon. Qui est, voilà. Donc, Dieu merci, je ne garde pas tous les détails. Il y a pas aussi un truc qui t'aide. C'est, j'ai remarqué, même ça t'arrive de partager parfois les lectures que tu as. On voit que tu es en fait une grande passionnée de sociologie. Tout à fait. C'est-à-dire que le comportement humain. Ça me passionne, ça me fascine. Les mouvements entre les classes sociales, c'est des choses qui te fascinent. Donc, quelque part, avoir cette ouverture-là, en plus ça te permet aussi de mieux connaître la société africaine, la jeunesse, de confronter un peu peut-être les idées reçues que tu avais. Est-ce que c'est vérifié ou pas? Ah non, tu as complètement raison. C'est quasiment, tu vois. Mais ça te vient d'où, ça? Alors, écoute, c'est très drôle. Un de mes premiers métiers que je voulais faire quand j'étais toute petite, c'était pédopsychiatre. D'accord. Quoi? T'es petite, tu voulais faire psy pour tous les autres enfants. Pour les enfants. Sérieux? Ouais. Je voulais faire. Parce qu'il y en avait une qui était une amie d'une amie de ma mère, qui était psychiatre pour enfants. Ah, je trouvais ça sérieux? Cool. Ouais. T'aimais son métier, tu trouvais? Ouais, je trouvais ça sympa. Je me disais, ce serait bien parce qu'en fait, moi, quand t'as 7-8 ans, ton rapport à la médecine, c'est le docteur, c'est lui qui a le scope et qui machin truc. Ouais. Tu vois? Là, c'est la première fois on m'explique son métier. En fait, c'est une dame, tu vas dans son bureau, tu t'assois, tu parles, tu dessines. Je me dis, c'est cool. Tu parles, tu dessines. Mais oui, mais attends, quand t'es dans la pédopsychiatrie, tu traites tes enfants, c'est ça, tu les fais parler, tu les fais dessiner beaucoup. Le dessin pour les enfants. J'ai vu ça dans des films. Oui, c'est comme ça qu'ils s'expriment. Donc, je me suis dit, ça, c'est sympa. Et donc, j'ai voulu faire ça. Après, bon, j'ai voulu faire d'autres métiers après. Et ensuite, la socio. Alors, je crois que ça m'est venu, la psycho et socio, ça s'est renforcé à 16-17 ans quand un de mes cousins, je lui fais une dédicace parce que voilà, c'est Hervé Wally. Donc quand Hervé, mon cousin, m'offre un bouquin, alors il y avait une bibliothèque chez lui et je suis tombée sur le premier bouquin de Freud. Ah oui, 15-16 ans, voilà. Tu lis Freud à 15-16 ans. Allez, bon, écoute, introduction je crois que c'était introduction à la psychanalyse ou quelque chose comme ça. Et donc je l'ai lu et j'avoue que ça m'a... Je me suis dit, génial. Et par contre, très vite, on m'a dit, non, mais tu vas surtout pas étudier la psy à l'école parce que, bon, les parents, hein, voilà, on n'est pas sûr que... Il y a un boulot demain ici. Il y a des bouts... Voilà, c'est un des sujets de la santé mentale. C'est que c'est vu comme étant, pour beaucoup de gens, un dead end en termes de métier ou d'avenir ou un sujet tabou. Alors que je t'assure que je pense qu'aujourd'hui, avec le cadre de vie qu'on a, la technologie, etc., on peut parler de beaucoup de métiers que ChatGPT va remplacer, mais vraiment, s'il y a un point sur lequel je pense qu'il y aura toujours besoin d'une présence humaine, c'est clairement la psy. Il y en aura probablement besoin de plus. Tu dis? Il y en aura besoin de plus. Non, plus. Il faut voir le monde de fou dans lequel on vit. Mais non, tu dirais qu'en Afrique, c'est un sujet tabou, il n'y aura pas forcément besoin de ces gens-là parce qu'ils vont dire que chez nous, on fait pas ça. Alors moi comme tu viens de le mentionner, tous les psys à qui je parle ici, ils sont tous pleins. Tous full. Ils sont full. Ma psy, elle est... Ils sont full. Ils savent plus où donner de la tête. Il y en a pas assez. Il y a pas assez de psy. Il y en a pas assez. Et toi, ton sentiment, parce que je sais qu'à une époque, t'es l'une des premières que j'ai vu partager une liste de psy noirs. Tout à fait. En Afrique et dans la diaspora. T'as vu quel retour là-dessus? Oui, mais jusqu'aujourd'hui, je continue à avoir des gens qui m'écrivent par rapport à ça. Beaucoup de gens de ma communauté, justement, ont trouvé leur psy dans cette liste. Et donc, ce que ça dit, une première chose, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un besoin d'identification avec la personne qui te traite. Ouais. C'est-à-dire, je parle pas pour des gens qui sont ici, il y a que des psys noirs quasiment. Mais pour des gens qui sont dans la diaspora, je me suis rendu compte que cette question-là d'être avec quel
quelqu'un qui me ressemble, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui comprend, j'allais dire, les ressorts culturels, sociaux, etc., dont je suis issu. La dynamique familiale, etc. J'ai besoin de ça. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc je pense que même à l'étranger, même pour la diaspora, ce besoin-là sera très, très important dans les années à venir. La deuxième chose, c'est que je me rends compte qu'il y a les femmes, alors je ne veux pas genrer le débat, mais je vais dire ce que moi j'observe. Cette prise en charge de la santé mentale, c'est encore une question que je trouve encore quand même essentiellement féminine. C'est-à-dire que ça reste encore beaucoup de femmes qui ont ce recul-là de se dire « je sens que je ne vais pas bien, je sens que j'ai besoin d'aide ». Les hommes, notamment africains, il y a encore beaucoup de boulot sur la démystification autour de ça, sur le fait de leur dire que la psychologie, la psychiatrie, le besoin en santé mentale, ce n'est pas dévirilisant. Parce c'est beaucoup ça, c'est très lié à la perception de ma virilité. Si je vais chercher de l'aide, notamment sur le plan psychologique, ça veut dire quelque part que j'ai failli en tant qu'homme. C'est un gros nœud vraiment qui va mettre beaucoup de temps à être défait. Mais est-ce que, alors 2 choses, j'aimerais, après on reviendra dessus sur, parce que dans le choix de la psy qu'on a, après on peut avoir tous des expressions différentes, donc il faut qu'on en parle de quelles ont été nos expériences de choix de psy. Mais on a eu un débat dans la tribu SOA justement parce qu'on a 2 psys dans la tribu SOA. On a parlé de, est-ce que justement, c'est pas un danger de chercher quelqu'un à qui tu peux t'identifier dans ta psy. Ça peut compliquer le travail, mais ça, on va en parler peut-être plus tard. Manque de distance, peut-être. Ouais, et puis surtout, le problème, c'est que ça va aussi rajouter une complication dans la facilité à trouver la distance nécessaire pour le travail psychiatrique. Mais bon, c'est un autre débat. Mais surtout, quand tu disais les hommes, là, tout de suite. Alors, Open, est-ce que... Parce que tu as quand même ce travail-là de trouver des gens qui veulent en parler. Tout à fait. Quel travail, mon Dieu. Parce que en fait, les gens n'en parlent pas, mais moi, je sais juste sur le concept, c'est une émission qui on voit que leurs messages, du coup, ils apparaissent pas. Alors, non, les gens viennent sur le plateau. Ah, là, ils apparaissent. Oui, on a les deux. On a les deux. Des hommes. Oui, alors, figure-toi, on a les deux. C'est-à-dire que du coup, de tous ces messages-là, j'ai décidé de monter effectivement un talk show autour de ça. Avec ce qui était très important pour moi, c'était d'avoir des vrais spécialistes sur le plateau, parce que je n'en suis pas une, pas encore. J'ambitionne éventuellement de me lancer en psychothérapie dans ma quarantaine, mais pour l'instant, je n'y suis pas encore. Donc, c'est important pour moi d'avoir des gens qui sont vraiment des experts dans le domaine. Professionnels. Qu'on reste pas, si vous voulez, dans un « moi, je pense que » et mes observations personnelles. Non, mais en fait, ce que vous vivez, essayez de voir ça à échelle plus sociale, à échelle macro, on va dire. Et donc, on a 2 invités à chaque fois, plus un spécialiste ou une spécialiste. Et donc, justement, ce que tu évoquais, les hommes, bien évidemment, selon les sujets qu'on aborde, ils sont plus ou moins faciles à avoir. Le premier sujet, puisque je pense qu'au moment où cet épisode sort, on l'aura lancé ou on le lancera bientôt, le premier épisode, c'est justement sur, par exemple, la pression des aînés. La pression des enfants aînés dans les familles africaines. C'est par ce sujet-là qu'on démarre. Et on a un homme qui est un frère aîné qui vient parler. On a une femme aussi et on a une psy qui est top d'ailleurs, qui vient aussi. Et l'homme, pour le coup, sur le plateau, il sera à visage caché. Carrément. Oui. C'est lui qui a demandé. Il a fait la demande. Ok. Parce qu'en fait, ce dont il vient parler, c'est en fait comment sa position d'aîné a compliqué, j'ai presque envie de dire un tout petit peu malheureusement gâché ses rapports avec ses parents, notamment avec son père, avec qui c'est toujours très conflictuel aujourd'hui. Et dans notre contexte ici, on sait très bien que venir parler des problèmes que l'on a avec son père, c'est aussi évoquer les griefs qu'on a envers lui. Il y a un côté droit d'aînesse qui n'est pas respecté, qui ne va pas être très accepté. Donc j'ai compris. Et je sais on a d'autres sujets assez tabous. Je veux dire, un peu le slogan de l'émission, c'est les conversations difficiles mais bienveillantes. Donc, je sais très bien que quand on parlera d'infertilité masculine, ça va être très difficile de trouver un homme qui va accepter, africain, de venir témoigner à visage découvert. Mais c'est vrai que tu as la chance, par exemple, qu'il y a un autre podcast, celui de René. Comment il s'appelle le podcast de René déjà Aloma ou Paloma ou Aloha, j'ai oublié le nom. De René Mariam, où il y a eu déjà un premier podcast où un homme a bien voulu parler d'infertilité masculine. D'accord. Donc, je pense que la chance qu'on a dans ce que tu évoques, c'est qu'il y a des initiatives qui se débloquent à droite, à gauche, où les gens commencent enfin à en parler. Mais ça va pas être facile parce que... C'est difficile, non, mais la première étape, c'est d'avoir des plateformes. C'est d'avoir des plateformes. Et 2, je pense que les gens sentent aussi la bienveillance. Je pense que c'est... Ça fait un peu discours très libéral américain, mais je pense que vraiment, s'il y a une chose qui manque aujourd'hui dans le monde de manière générale, c'est la bienveillance. Et je pense qu'il faut qu'on en parle, parce que tu voulais parler justement de la santé mentale aussi au boulot, etc. Et la bienveillance, c'est vraiment au cœur de ça, parce que
ton collègue, tu sais pas ce qu'il vit dans sa vie aucune idée. perso. Il est à côté de toi Et ici, la tu même sais pas. partie dans ta vie perso, même ton frère, même ton conjoint, tu Même sais ton- pas ce Oui, qu'il c'est vit pas ce qui se passe, complètement. dans sa vie, Complètement. professionnelle. Donc, du coup, il faut avoir cette bienveillance parce que tu sais pas ce que les gens traversent. Donc, Ouais. bien sûr, le travail doit être fait. Bien sûr, tu dois performer. Bien sûr, tu dois respecter les règles de l'entreprise. Mais au-delà de ça, Mais c'est cet équilibre-là qui est très difficile à trouver parce que moi, j'ai tendance à dire que nous, quand je dis nous, notre génération, les millennials, on a vraiment vécu ce truc-là de la hustle culture, c'est-à-dire on est dans la surperformance, même pas la performance, on est dans la surperformance. ouais. Et c'est très difficile quand tu sors de cette culture où on t'a dit qu'en fait, quasiment pour exister, pour gagner, il faut que tu te donnes, mais à des niveaux qui sont quasiment surhumains. Exactement. Le sacrifice était, pour nous, ça a été érigé comme étant le moyen. Le moyen ultime d'y arriver. C'est-à-dire que, et donc, pour que tu sortes de là, avant même d'avoir de la bienveillance pour ton collègue, déjà, for yourself, pour toi-même, déjà, pour commencer, je pense qu'on parlera de burn-out. Mais ça, c'est bien le symbole qu'on n'avait même pas de recul déjà sur nous-mêmes. Moi, j'ai fait un burn-out, j'avais pas du tout de recul sur moi-même. Oh, sérieux? Bah oui, c'est un peu ça qui m'a fait partir de France. Alors, c'est très intéressant. Okay. Donc, pour ceux qui se demandent, tout à l'heure, j'ai parlé d'un podcast, c'est Maléa Podcast de René Mariam, où il a traité l'infertilité masculine, il a été aussi traité le viol, avec ce qui fait le chat noir. Bénédicte. Bénédicte est passé là-bas. Vraiment, il y a des podcasts et des contenus aussi qui vont intéresser là-dessus, donc n'hésitez pas. Mais ce que tu décris là, c'est important pour moi. Je voudrais qu'on parle aussi de nos expériences. Oui. Parce que ce que tu dis là, je pense que les gens n'en parlent même pas. Toi, tu as connu un burn-out. Je pense que les gens n'imaginent même pas que tu aies pu faire un burn-out. Non, parce que pour eux, t'es the Iron Lady. Tu vois, t'es notre Team Hustle. notre patronne. Mais est-ce que tu peux en parler un peu? Parce que moi, je l'ai vécu un peu à distance, ton burn-out. Je t'ai vu partir, mais pour ceux qui ne savent pas, peut-être que... Bah écoute, 2013... long story short, je monte le projet que vous connaissez, Fascist Black, qui démarre sur les chapeaux de roue, etc. Puis arrive la question du financement, trouver des financiers. Et je pense que vous le savez autant que moi, c'est une course de fond. Et donc, tu es dans une espèce de roulette comme ça. De machine à laver. De machine où... ça fait ça. C'est-à-dire que, tu as rencontré un nouvel investisseur, un nouveau fonds qui te dit, ah oui, génial, on adore l'idée. Alors, vous allez nous retravailler le business plan et l'executive summary. Vous me changez ça. Et puis, c'est bon. Donc, on passe des nuits blanches, on refait les documents, on refait les calculs, on repart pitcher. OK, super. On vous rappelle pas. Ghosting de malade. Mais le ghosting amoureux à côté, c'est rien. Oui. Je veux dire, le ghosting financier. Le ghosting financier, c'est autre chose. De malade. Des gens à qui tu passes des jours, des heures à investir. Et que tu dragues, en fait, finalement. Et qui te font des grandes promesses. Tell me about it. Donc, du coup, une fois, ça va. Mais quand tu vis ça de manière successive, ça commence quand même à t'éreinter un tout petit peu. Il y a ça. Et puis, il y a juste la fatigue générale de travailler, de réinvestir tout ce que tu gagnes. Tu ne vis pas, etc., etc. Et donc, en 2013, quand je fais ce fameux pitch-là au MEDEF avec mes associés, qu'on a 2 autres jeunes start-upers qui viennent pitcher, qui n'ont pas de projet qui existe. Nous, on avait un projet déjà concret qui générait du cash et que c'est à nous seuls qu'on dit est-ce que vous n'êtes pas trop ambitieux? Je pense que c'est à ce moment-là que je me dis, tu sais quoi, la France, c'est terminé. I'm out. I'm fucking out. I'm out deuces. Okay. Et je me dis, je me donne 6 mois, je me barre d'ici. Donc, à ce moment-là, j'ai pas encore de prise de conscience que je suis en burn-out. Oui, c'est un peu delayed. Ça a été delayed. Pour toi, là, c'est rationnel. Pour moi, c'est juste rationnel. Il faut que je parte. Je suis pas dans l'environnement qui me correspond. Et donc, il a fallu que j'arrive en Côte d'Ivoire, que je passe d'entrepreneur à salarié et du coup que je n'ai plus la charge des salaires des autres, que je n'ai plus la charge de gérer le CA de toute une boîte, etc., que j'ai juste mon petit périmètre à gérer, que j'ai mes premiers vrais week-ends depuis je ne sais pas combien d'années. Depuis plus de 10 ans, tout à fait. J'ai fait 10 ans de non-stop en sprint et c'est quand je m'arrête que je me rends compte qu'effectivement, je suis en burn-out depuis 10 ans, enfin peut-être au moins 5 ans, mais j'étais en train de... J'étais dans hamster wheel, tu vois, dans le truc. Et la deuxième fois, j'en parle pas beaucoup, mais la deuxième fois où je me suis vraiment rendu compte, par contre, c'était sur le plan médical. Ah oui, c'est très vrai. C'est là où ça se voit l'impact de ces choses. Ah voilà, donc là, je les ai payés, mes 10 ans de sprint, parce que pendant 10 ans, je dormais peu, je carburais au sucre, parce que il fallait rester tout le temps énergique, etc. Mais ça a eu des dégâts 10 ans plus tard. Donc, quand je fais une batterie d'examens, je vois 6 médecins différents, etc. À la fin, on me dit, en fait, beaucoup de ce que vous avez, c'est dû au stress chronique.
Donc, voilà. Donc, carrément, tu as diagnostiqué stress chronique comme étant... Oui, stress chronique, ça a été un des gros facteurs. Et donc, comment ça se soigne? Vous coupez toute source, toute arrivée de stress. Vous revoyez, c'est lifestyle changes, comme on dit. Donc, meilleure qualité de sommeil, arriver toute source de stress au minimum, parce qu'il faut maintenir vos niveaux de cortisol au plus bas possible, parce que ça a complètement déréglé même mes hormones à un moment donné. Toutes tes hormones aussi. Oui, le stress, c'est ça que le stress fait. Ça dérègle complètement ton système hormonal aussi. Clairement. Surtout chez les femmes. Et donc, du coup, il fallait remettre la machine en place, donc du sport, de manière quotidienne, du yoga, de la méditation, etc. Privilégier des environnements sains. Et voilà. J'ai vraiment pris 2 ans pour réaménager complètement ma vie autour de ça. Voilà. Et c'est intéressant que tu dis ça, mais 2 choses déjà. À ce moment-là, comment tu t'es rendu compte que tu étais en burn-out? C'est juste... Parce que les gens, le problème, c'est que très souvent, le burn-out, moi, mon expérience, pour avoir plusieurs amis, alors tristement, c'est plus les femmes. Oui, bah oui. Moi, tristement, dans mon expérience autour de moi, le problème, c'est que les autres, des fois, se rendent compte qu'elles n'ont plus goût à rien, que tout est supprimé. Mais elles sont en mode non. Mais parce qu'on nous a appris, justement. C'est quand c'est difficile qu'il faut persévérer, etc. Mais comment toi, tu as su te dire à un moment, il faut que j'aille voir des médecins. À un moment, il faut que j'aille. Quand tu as commencé à être salarié, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce truc-là? De faire ça, c'est très bête. C'est d'avoir du temps. Tu sais, quand tu es dans le... Non, mais d'abord le temps. Non, mais le temps, déjà, je sais pas comment je vais dire ça. Et s'il te plaît, quand tu es entrepreneur, est-ce que tu arrives même à aménager du temps de toi à toi? Pour penser à toi, pour te sentir. Là, quand tu es entrepreneur, tu es d'abord de toi à toi, mais le toi entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait... Toi, la boîte. Toi, la boîte. Le recul que tu as sur toi, c'est est-ce que j'ai bien performé ici? Est-ce que j'ai bien pensé à tout? C'est même pas l'être humain. You're not talking to yourself as a person. Exactement. D'accord? Donc, j'avais pas ce temps-là. C'est quand j'arrive... Comme j'ai dit, j'ai mes week-ends pour la première fois en je sais pas combien d'années. C'est une nouveauté. S'il te plaît, c'était une nouveauté que mais j'avais plus à stresser sur comment je vais payer mon loyer en fait. J'avais un salaire. J'avais un salaire. Donc en fait, en vrai, ça te dégage d'abord un temps et un espace mental que tu n'as pas normalement. Incroyable. Et donc quand ça te dégage ça, là maintenant tu commences à creuser sur d'autres sujets. Là, maintenant, tu commences à te rendre compte de choses auxquelles tu faisais pas nécessairement attention parce que tu étais dans une course. Tu n'avais pas le temps, tu n'avais pas le recul. Et même quand tu voulais prendre ce temps-là, tu te disais, est-ce que c'est productif? Je ferais pas mieux de plutôt passer ce temps-là à, je sais pas, retravailler tel aspect de mon business, etc. Tu vois, donc quand tu sors de cette espèce de course en avant perpétuelle, c'est là que tu fais une pause, que tu te regardes. Je crois que je l'avais dit dans le podcast avec Philippe, que même mon rapport à l'argent a changé. C'est quand j'ai eu ce temps-là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, je cours, pourquoi, en fait? L'argent, c'est pourquoi? J'avais jamais fait cet exercice-là avant, c'était juste make money. Il faut que parce que survie, tu es dans la survie, en fait. Il faut que tu payes des factures. J'avais vu le podcast d'une psy chez Steven, là. Oui. Et elle disait que la première question qu'elle posait, c'était What's your end game? Oui. C'était quand quelqu'un venait, cette personne était manifestement en burn-out, c'était qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Exact. Est-ce que tu cours parce que dans 2 ans, tu as besoin de vendre cette compagnie? Est-ce que tu cours parce que, je sais pas, tu veux courir comme ça jusqu'à tes 100 ans? Voilà, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Et cette question, effectivement, c'est super bizarre parce que c'est des questions qui paraissent ultra simples. Mais en même temps, on passe à côté. On se les pose pas. Complètement. On se les pose pas. Et dans derrière le CEO, c'est un autre point que moi j'ai vu de mental health parce que les gens peuvent se demander, mais en fait, ce que dit Paola, moi ce que j'ai trouvé qui était très violent, c'est que les gens ne se rendent pas compte que le stress, c'est physiologiquement ce que tu décris. Ce n'est pas quelque chose dans la tête. En fait, quand les gens disent santé mentale, en fait, I really want people to realize. En fait, santé mentale n'est pas distincte de santé physique. Il n'y a qu'une seule santé. C'est juste différentes parties. Et quand tu es trop stressé, en fait, il faut rappeler aux gens, scientifiquement, le stress, ça veut dire que ta vie est en danger pour toi. Tout à fait. Ça peut être vrai ou faux, mais tu subis ça comme étant une agression. Mais parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas physiologiquement, j'entends. Justement, dans le 3e épisode d'Open, on fait un sujet sur le burn-out. On a reçu quelqu'un qui a été victime de burn-out, une jeune femme, et on a une psy sur le plateau qui explique effectivement que quand tu es en stress chronique, tu sais, le stress, c'est supposé être un truc très rapide. C'est juste pour t'aider à répondre à une crise spécifique et à un danger, et puis ça se retire. Fight or flight. C'est très rapide. Le stress chronique, c'est que tu es comme ça en permanence. T'imagines être dans une maison où l'alarme résonne en permanence, mais tu deviens dingue. C'est la même chose avec le stress chronique. Exactement. Donc, en fait, ce que les gens réalisent, quand on dit, mais t'es stressé, ça va passer. Non, en fait. C'est qu'en fait, physiologiquement, le stress se manifeste. Parce que ça touche
Ça va toucher ton appétit, ça va toucher ton sommeil, ça va toucher tes hormones, ton humeur. Je te jure, ça dérégule tes hormones. Il faut le rappeler, ça dérégule les hormones à terme. Et pour les gens qui sont très factuels comme moi, je pense que l'un des trucs qui m'a beaucoup aidé moi à comprendre l'importance du stress, c'est quand, en fait, j'ai écouté, que j'ai réalisé qu'en fait, on expliquait que non, le stress, à un moment, c'est pas compliqué. Ton corps considère que la priorité est de survivre. Oui. Et là où c'est dangereux, c'est qu'en Afrique, je pense que beaucoup de gens vivent comme ça. Mais complètement, c'est leur norme. C'est notre baseline. C'est la norme. La survie et la vie. C'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'on est des grands traumatisés. J'ai eu un petit débat avec une amie au moment des vœux, là. Oui, de bonne année. Je lui dis, bon, les vœux, je sais pas pourquoi, cette année, j'avais envie de dire, j'avais envie de placer le mot résilience dedans. J'ai horreur de ce mot. Voilà, justement. Donc, j'ai dit ça, mais je pense que c'est parce que bon, j'ai perdu quelqu'un de très cher l'année dernière. Et je me suis dit, en fait, je sais pas ce qui va se passer cette année, mais ce genre d'épisode peut arriver. Et à ce moment-là, il faudrait être résilient. C'était ça mon mécanisme. Et puis, elle m'a dit, ah ouais, je suis pas trop fan de ce mot, etc. Et on est rentré dans un débat sur la résilience. Laure, tu te reconnaîtras. En plus, elle écoute. Elle écoute le podcast, c'est vrai. Et en fait, j'étais jusqu'à voir la définition de résilience. Et résilience, on te dit que c'est la résistance à des chocs émotionnel. Ça, c'est traumatique sur l'aspect psychologique, tu vois. Donc, du coup, est-ce que c'est une qualité, finalement, de pouvoir résister? Parce qu'en fait, finalement, on va dire que la résilience, c'est une qualité, mais la résilience peut être toxique si tu oublies qu'il y a des limites. Oui. Et donc, surtout, c'est tu parles de hustle culture. Ouais. En plus, c'est poussé par la hustle culture, tu vois. Moi-même, quand j'ai commencé le business, tous mes potes se moquent de moi aujourd'hui parce que ma phrase, c'était mon truc sur les statuts, c'était dormir, c'est ringard. Tu disais quoi? T'as dit quoi? Dormir, c'est ringard. Non, mais il y avait aussi, il y avait un autre truc pareil, c'était. Qui peut dire ça? Tu aimais dire ça aux gens? On bosse pendant qu'ils dorment. Il y avait une phrase aussi comme ça. We hustle, they sleep. Ou they sleep, we hustle. Un truc comme ça pour dire que oui. Ou au Cameroun, t'as le truc populaire de ta vie dort. Non, tu dors. Si tu dors, ta vie dort. Ou dors la carte. Ça, je connais pas. Si tu dors, ta vie dort, ça oui. Ça, c'est dans la tribu SOA que j'ai appris ça. Bold. Mon gars, Bold, tu m'as appris ça, que tu dors la carte. Mais et donc, tu disais ça, toi, Kaï, à l'époque? Oui, mais c'était courant. Dormir, c'est ringard. Mais ça veut pas dire que je dormais jamais, mais ça veut dire que... c'est l'état d'esprit. Voilà, oui, c'est l'état d'esprit. Dormir, c'est pour les faibles. Voilà, c'était ça l'idée. Mais après, ça va aussi avec ta force physique à un certain âge. Exactement. Où tu peux faire ça. Tu vois. Tu débordes d'énergie. Alors, moi, sur la résilience, clairement, je suis quelqu'un qui combat ce mot. Non, mais vraiment. Je le combats. Donc, je ne sais pas qui est Laure, mais je suis d'accord avec toi, Laure. Non, mais alors, vous allez me pardonner, je vais forcément devoir faire un petit détour politique parce que le terme résilient est aussi devenu... Faut pas couper notre monétisation. Non, mais je vais dire les choses parce que c'est un terme aussi, le terme résilient, c'est devenu aussi un mot éminemment politique en Afrique. Ok. Ah, soyez résilients. Soyez résilients. Et moi, c'est plutôt là que j'ai un vrai problème. Mais les deux sont liés. Je vais dire pourquoi. Alors, merci d'écouter ce podcast qui, j'espère, vous sera utile, qui est surtout, en plus d'être divertissant, vous sera quelque chose qui vous permettra d'apprendre. Et je sais que le mot apprendre est un peu galvaudé. C'est pas juste qu'on veut vous transmettre des informations. On espère qu'on va vous donner envie d'agir pour changer, pour être meilleur. Et il y a deux façons pour lesquelles dont vous pouvez agir pour ce podcast. La première, évidemment, c'est de vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. Il y a une façon qui est payante, mais qui vous servira plus qu'elle nous servira. Et c'est de rejoindre la tribu SOA. Beaucoup de gens pensent que la tribu SOA, c'est juste un groupe Telegram, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que si vous regardez bien, en fait, ce qui, j'espère, vous apporte de la valeur, c'est que nous, on partage notre expérience. Et surtout, ce que je pense que certains d'entre vous aimeraient quand ils nous écoutent, c'est partager la vôtre. Et en fait, la tribu, c'est ça. C'est plus un simple groupe Telegram. On a évolué vers une nouvelle plateforme encore plus dynamique. Certains disent quasiment que c'est un réseau social dédié aux gens qui écoutent le podcast SOA. Et dans ce réseau social, en fait, on échange, on apprend et donc on agit ensemble. Et si vous avez envie de co-construire le podcast, si vous avez envie d'améliorer votre plan, votre carrière ou de votre entreprise, ces trois choses supposent une action dès aujourd'hui et pas demain et pas dans 6 mois. C'est rejoignez la tribu SOA. Pour l'instant, ça ne coûte que 100 000 l'année. Donc, vous payez une fois et c'est terminé. Et comme on a une nouvelle plateforme et comme vous le savez, une nouvelle année amènera sûrement de nouveaux tarifs. Donc, dépêchez-vous. J'espère vous rejoindre très vite dans la tribu SOA.
je trouve qu'effectivement, la résilience, chez nous, c'est parti d'un bon sentiment et puis c'est devenu effectivement toxique parce qu'il y a une forme de glamourisation de la souffrance. Exactement. Il y a une forme de si tu ne souffres pas, ça veut dire que tu ne vis pas les choses réellement. Ça veut dire que tu n'auras pas mérité d'avoir quelque chose sans t'être trop foulé, entre guillemets. Donc, je pense que du coup, ça a préparé quasiment les gens à une forme d'acceptation même avant qu'elle arrive de la souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, si on passe par là, c'est normal. Alors, bien évidemment, il faut toujours trouver un équilibre. Il y a des phases dans la vie, dans le travail, dans le business, etc., même dans les rapports familiaux ou effectivement même dans les couples. Rien n'est jamais un fleuve tranquille. Mais en fait, c'est une question de mesure. Et je trouve que malheureusement, et c'est pour ça que je mentionnais la partie politique, quand on parle trop de résilience à un moment donné, il faut qu'on sache très bien de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de gens qui sont résilients parce qu'ils ont déjà eu tout et malheureusement, malgré tout, il y a une période compliquée. Là, effectivement, il faut être résilient. Ou alors, tu n'as même pas le minimum syndical. Tu supportes ce qui est insupportable, mais on te demande quand même d'être résilient. Et là, je dis attention, faut qu'on commence à tracer les lignes de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Mais je dis politique, mais c'est la même chose pareil sur la santé mentale. Même chose sur les rapports, par exemple, de couple, la question de la violence, par exemple. À quel moment tu es résilient, à quel moment tu dis là, tu as franchi une ligne. Donc, je pense que le terme résilient, malheureusement, quand tu es noir, pour moi, c'est une résonance particulière quand on est noir dans la communauté afro. Ce terme-là, pour moi, il faut faire extrêmement attention. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Je le dis pourquoi ? Parce que je me rappelle d'un post que j'ai fait sur Twitter où il y avait, vous savez, ces posts qui personnellement m'insupportent, de gens qui postent sur LinkedIn ou sur les réseaux quelqu'un qui est dans une souffrance extrême en Afrique, mais regardez comment il arrive à s'en sortir. Et se contente de peu. Oui, se contente de peu. Regardez comment c'est trop bien. Je voyais l'autre jour, cette fois-là, un petit garçon qui sortait d'une école, qui était pieds nus avec... non. C'était plutôt un jeune garçon qui était en train d'étudier à la bougie quelque part au Congo. En disant nos parents étaient comme ça. Oui, non, la personne a dit, vous voyez... C'était une photo. Oui, c'était une photo. Mais comment tu sais que c'était au Congo ? Non, mais parce qu'il a écrit. Regarde, il est fâché. Non, mais je vais pas. Les Congolais, c'est mes frères. Je dis Congo, mais la vérité, ça aurait pu être le Mali, ça aurait pu être la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ça aurait pu être n'importe où. Mais le truc, c'était machin, telle personne dans tel village, en RDC, etc. Mais regardez comment, malgré le fait qu'il n'ait pas toutes ces trucs en place, il veut quand même étudier, bravo, machin, truc. Et puis tous les commentaires derrière, franchement, c'est un exemple pour la nation. Et la résilience, elle revenait beaucoup dans les commentaires. Je me suis dit, mais attendez un peu là. On a juste un jeune garçon de 7-8 ans, au lieu de s'offusquer, je comprends ce qu'on voulait dire, il veut étudier, c'est très bien, mais je pense que la manière dont c'était présenté, il y avait une forme de normalisation de la situation dans laquelle il était. On peut le féliciter sans dire que c'est l'exemple pour la nation. Mais ce que dit Paola, c'est que Paola dit le danger, c'est quand tu dis il faut tous qu'on soit comme ça. Au lieu de dire on devrait tous ne pas avoir à être comme ça. À être comme ça, tu commences par là. Et celui qui l'est malgré, bravo à lui. Mais voilà. On ne devrait pas. En fait, la réaction première devrait être l'indignation suivie du soutien. Ce n'est pas l'admiration, qui n'est aucun des deux. Comme les mamans qui vendent des trucs en route, on est tous admiratifs. Moi, la première admirative, mais je vais pas la prendre en photo, la poster sur les réseaux sociaux et dire oh là là, regardez l'exemple de son courage, c'est pas nos jeunes filles d'aujourd'hui là qui sont sur les réseaux, machin. On voit tout le temps. Ça me rappelle sur Twitter. Ça me rappelle sur Twitter. Je serais toutes millionnaires. Exactement. Les mamans ménagères en Afrique. Le travail. En France, elles travaillent. Et ça me rappelle ce fameux truc dont Nabou a parlé dans l'épisode parentalité. Il disait que oui, en fait, il y a des parents limite. Il y a des gens qui sortent cette histoire de dire ma mère, moi, elle faisait ci. Les garçons qui disent ça, genre ma mère a souffert, donc ma femme. Ils ne se sont jamais assis vraiment avec leur mère pour dire parler. Ça. Parce que moi, je peux dire que ma mère, oui, aussi, elle a galéré, mais elle m'a dit je te souhaite que tu n'aies jamais ça et que ta femme n'ait pas à vivre ça. Exactement. Ma mère m'a limite élevé pour que j'ai une femme qui n'ait pas à vivre ça. Limite, c'était mieux de pas avoir de femme que de prendre l'enfant de quelqu'un et la mettre dans la galère. Et c'est la résilience, parce que justement, quand tu es une femme africaine, on attend de toi, en particulier, que tu sois très résiliente. C'est-à-dire que ta valeur dépend du degré de choses que tu acceptes de supporter. D'ailleurs, c'est un des trucs, je vais être très honnête, qui faisait que j'ai beaucoup de mal avec le Mali et le Sénégal. Parce qu'ils ont institutionnalisé le concept avec ce qu'on Tu vas te faire taper sur les doigts. Pour une fois, c'est pas moi qui a dit ça, féministe. Non, mais on sait, en fait, et je vais le dire, ils le connaissent. En fait, ceux qui sont de là-bas vont comprendre quand je dis le concept du mouniou. Ils connaissent tous ce mot-là. Les femmes africaines. Mais en RDC, c'est Kanga Motema, non? Je crois que c'est ça aussi en RDC. Ouais, il y a un mot dans beaucoup de langues pour ça. Non, ça, c'est juste, c'est la prédote. Non, Kanga, non. Le Motema, ça veut dire, oui, congolaise, tu supportes. Non, le mouniou, c'est
ta qualité en tant que femme dans une famille, est-ce que tu es capable de supporter? C'est une proportion. Ah oui, toi, tu dis attrape ton cœur. Attrape ton cœur, Alors que c'est la même chose. C'est que, et ça qui me rendait fou, c'est que, en fait, je me rendais compte que il jugeait la valeur d'une femme à tout ce qu'elle a souffert. Exactement. Plus elle a souffert, plus c'est une femme de valeur. Exactement. Et moi, au début, ça me rendait ouf parce que je me disais, mais il n'y a même pas d'équivalent chez les mecs. On ne demande pas aux mecs d'être forts de milieu. Il n'y avait pas d'équivalent. Et surtout, un truc qui me tuait, moi, c'était que, mais moi, je voulais pas que les femmes autour de moi souffrent. En fait, je comprenais pas pourquoi les gens n'avaient pas cette empathie pour leurs sœurs. L'empathie. Voilà, l'empathie. Voilà, c'est ce truc qui me manque. L'empathie. En fait, cette empathie-là, c'est de se dire... Empathie et bienveillance. Oui, en fait, que tu ne l'es pas pour ta femme, je trouve que c'est dans le rapport de domination de certains mecs avec leur femme. Why not? Mais avec ta sœur, avec ta mère, t'as quand même pas envie qu'elle galère comme ça. Mais si c'est la norme. Mais c'est ça qui est terrible. Mais tu sais, le problème de la norme, oui, c'est que quand elle t'avantage, c'est très beaucoup plus facile de se complaire dedans. Ouais, c'est très dur. Tu vois? Vous me faites tellement plaisir. Donc c'est. Non mais c'est rien à rajouter. Non mais tu as dit un truc sur. Tu as utilisé le mot équilibre. Oui. Et je voudrais revenir sur un truc. Je devais le placer. Coche le retour. Parce que ce qu'il faut aussi dire, je pense avec le recul, ce que tu as réalisé, par exemple, avec Fascist Black, ce que Moulay a réalisé sur le lancement de Anka, toutes ces choses-là, n'aurait pas forcément été possible sans un déséquilibre. Oui, fort. Bon, oui, on revient à ça. Non, c'est la durée. Mais même toi. Il faut le dire. Non, mais oui. Il faut le dire. Ça, malheureusement. Est-ce que tu penses, alors je vais répondre à ta question par une question, est-ce que tu penses que nos petits frères ou nos petites sœurs aujourd'hui, ils se retrouvent à lancer des projets, est-ce que tu penses qu'ils sont obligés de se remettre dans cette phase d'équilibre-là que nous, on a traversée pour y arriver? Dans cette phase de déséquilibre? Au début, comme nous. Est-ce qu'ils sont obligés? C'est une question ouverte. Ça dépend de leur ambition, mais je Tu penses qu'on est obligé de passer par là? Je sais pas la durée, mais je sais qu'il y aura forcément un moment de déséquilibre. C'est-à-dire que le mythe de l'entrepreneur équilibré qui va le matin, un peu de sport, un peu de je fais ma méditation et tout ça. Ouais. Les gars les gars qui font la méditation, c'est les moulins, ils ont déjà levé les millions. Non mais attention, moi j'ai fait ça quand j'ai fini, voilà, avant je pouvais pas. Non mais pareil, moi je me suis mise à la méditation après avoir pour moi la question, moi j'ai une très grosse théorie là-dessus pour moi, mais après c'est tiré pareil de la psychologie, c'est que en fait que tu sois dans du stress, que tu sois résilient, ça ne peut être qu'une durée. Et la durée normale, en fait, et il y a même des études qui l'ont montré, c'est qu'en fait, passer 9 mois à 18 mois, c'est là où, en fait, tu commences à avoir des effets néfastes physiologiques. Sauf que tu le sais très bien, quel est le temps moyen pour qu'une boîte décolle et survive même? 3 ans. Ouais. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en gros, à partir de 9 mois où tu es dans un déséquilibre, tu commences à prendre des risques. À 18 mois, c'est sûr que tu prends cher. Quelque part, tu payes ton déséquilibre. Mais si tu dépasses 3 ans, et c'est ça que moi je veux te dire, c'est que, en fait, moi, si tu me poses la question, un jeune comme moi, je lui dis, pour moi, tu dois minimiser cette période. Le travail de fond ça ne doit pas durer éternellement. Donc, dans ce cas, s'il veut minimiser, ça veut dire qu'il faut qu'il se donne 5 fois plus, alors. Ou pour que ça dure moins longtemps. Il faut qu'il y ait un cut-off. Il faut qu'à un moment où tu te dis, si ça n'arrive pas à ça, j'arrête. Ouais, ou avoir t'entourer. Ouais, non, mais ça, c'est... T'entourer des bonnes personnes qui Paula, vont te... moi, parce à que chaque s'arrêter tout seul. Non, franchement. En général, c'est trop tard. Franchement. Je te dis, j'ai pas fait tout ça pour m'arrêter là. Tu vas comme au casino. C'est clair. Non, mais justement, c'est exactement ça. Ce que tu appelles le casino, c'est un effet, ce qu'on appelle psychologique, qu'on appelle les sunk costs. C'est une fois que tu as investi dans quelque chose, même quand tu perds, tu veux continuer à au moins, tu te dis, j'ai déjà mis ça, donc je peux pas laisser. Mais oui. Mais pour lutter contre ça, et c'est pour ça que moi, je commence aux entrepreneurs qui commencent, mais je crois qu'on en a parlé dans l'épisode comment se lancer. Moi, je dis toujours aux gens, donnez-vous une deadline et un objectif. C'est le même principe qu'un plan. Moi, chaque année, ce qui a fait que je tenais aussi longtemps, c'est que chaque année, on se disait, si cette année, on n'arrive pas à ça, ou dans 2 ans, on n'arrive pas à ça, on arrête. Ouais. On s'asseyait, et tu te mets, et d'ailleurs, attention. Mais tu sais que c'est extrêmement rare, ce que tu viens de dire. Non, je suis d'accord. C'est très simple. Ouais. Mais cette clarté-là, c'est tu vois, et puis après, en plus, faire adhérer les gens autour de cette phrase, de ce claim, que si on va pas là-bas, on arrête. Tu vois, c'est quelque chose qui demande une maturité mais ce que je souhaite importante. aux gens, en tout cas, ayez la discussion. Vous n'aurez pas forcément... C'est ce que je dis souvent. Et c'est pareil pour le salariat. Les entrepreneurs doivent faire ça. Les salariés doivent le faire aussi sur des objectifs qu'ils ont. C'est-à-dire se dire, si dans 3 ans, j'ai pas eu cette promotion, je change de boîte. Si dans
Mais tu sais ce qui se passe en général? Les gens, parfois, je me rends compte, la manière dont tu formules les plans est différente de la plupart. Parce que toi, tu dis, si j'ai pas ça, je change. Alors que les gens se disent, mon objectif est d'atteindre ça. Point. Mais ils imaginent pas l'autre scénario. Ah, c'est ça le problème. Il faut le plan B. Pas l'autre scénario. Non, il faut le plan B. Bon. Non, t'es all in one. Non, mais, et pour moi, de mon expérience, vraiment toute humilité, les personnes que j'ai vu souffrir du burn-out, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est où je suis ça, où je ne suis rien. Où je fais ça, où je ne fais rien. Mais parce qu'on revient encore à la même culture de l'entrepreneuriat qui littéralement a fait, je pense, émerger une ou deux générations où c'était vraiment bien entrepreneur, die. C'était ça. Mais le truc, c'est que le problème avec ça, c'est que les gens qui te disent ça ne sont pas jusqu'au bout de la méthode. Par exemple, dans toutes les méthodes d'entrepreneuriat, ils te disent justement ce truc de, il y a des objectifs à atteindre et ils te disent, qu'est-ce que tu fais si tu n'y arrives pas? C'est juste que les gens ont pris que le côté motivationnel. Ils n'ont pas pris le côté pratique. Mais il n'y a aucun livre, même Lean Startup qui est là, l'une des premières choses qu'ils te disent, c'est tu as un moment où tu lèves de l'argent ou pas, mais tu dois avoir une deadline. Tu dois te dire, this is my limit. Exactement. En fait, le gros problème des gens qui se détruisent dans des projets ou qui souffrent mentalement, c'est quand ils ne se mettent pas de limite à eux-mêmes. Parce que l'être humain n'est pas conçu. On ne sait pas s'arrêter. Exactement. On ne sait pas s'arrêter. Si tu ne te mets pas de limite toi-même, tu vas te détruire. Et le mieux, c'est de prendre les limites quand tu commences. C'est pas au milieu que tu fais la limite. C'est pas quand tu as déjà mis de l'argent. C'est quand tu commences un truc, tu dis « this is my limit ». Et d'ailleurs, mais la vérité, sans vouloir te couper, on a tous démarré des projets, parfois plusieurs. On sait aussi très bien qu'il y a une forme d'enthousiasme et d'excitation qui part, qui ne te permet très concrètement pas de penser à une limite. Je veux dire, tu es dans une démarche de construction, etc. J'ai la réponse parfaite pour toi, Paola. C'est la même chose que quand tu te maries et que tu fais pas de contrat prénuptial. Il me regarde. Il faut le regard. C'est la même chose. Tu es en mode, tu es dans un couple, c'est l'amour, donc on n'imagine jamais l'arrêt. Oui. Non, il faut y penser. Non, mais c'est la même chose. C'est le même mécanisme. C'est, ok, j'ai une vie géniale, donc je fais pas de testament. Ok, je me marie, mais je fais pas de contrat de mariage. Mais tu comprends ce que dit Paola, c'est que l'énergie ne va pas avec. Tu vois, elle a quand même une grosse dominante, par exemple, créative. Nous, on est des créateurs, tu vois. Quand on lance un podcast, on se dit pas, mais si ça marche pas, ou elle se dit pas, si l'émission fait pas tant au bout de. Non, elle y va, elle donne ce qu'elle a à donner, tu vois. Et après, à un moment donné, tu vois si le projet même Mais le problème, c'est que ce voir-là, tu ne seras plus objectif. Si tu connais tes biais en tant qu'être humain. Mais justement, au début, tu n'es pas objectif après, non plus. C'est ce que je suis en train de dire. La différence, c'est quand tu es objectif. Non, quand tu es au début, tu as moins d'émotions. Tu penses? Non. Je suis pas d'accord. Non, quand tu es au début. Si tu reprends la métaphore du mariage. Voilà. Tout feu. Non. Je suis d'accord que, justement, tu as plus d'émotions, mais tu as moins d'investi. Tu as déjà moins investi. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, toi et moi, quand on a commencé le podcast, on a dit on fait 100. On s'est dit on va voir après 100, mais on s'est mis une limite. On s'est pas dit on allait faire jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est ça qui tue les gens. C'est même dans le succès, il faut avoir une limite. Et c'est ça que tu dis. Quand tu dis vous vous êtes donné un objectif de 100, est-ce que c'est ça que tu appelles vraiment une limite? Pour moi, c'est... Non, mais c'est une limite où tu te dis, tu réassesses. C'est un jalon. Oui, non, mais tu réassesses. Si toi et moi, Caïman, à 100, on avait passé un sale moment. Si on avait galéré à faire les 100 et qu'on se rendait compte que ça détruisait notre boîte, par exemple, on aurait arrêté. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ce truc que tu dis. Non, mais des jalons. C'est le côté où tu t'assois. À un moment donné. Non, tu fais une évaluation. Voilà. Et ce que dit Paola, c'est que ce truc-là, il faut le décider avant de commencer. Oui. Et surtout, il faut décider, idéalement, qu'est-ce que tu fais. Et je parle pour la santé mentale, hein, parce que c'est ce que tu appelles le endgame, Kai. C'est pareil pour les wins, en disant à quel montant d'argent je peux arrêter. Si tu n'as pas de montant et que tu n'as pas calculé le montant, tu es foutu. Parce que tu vas toujours le surestimer. Et le pire avec l'argent, c'est plus t'en as, plus t'en veux. Et tu te crées de nouveaux besoins complètement. Mais parce qu'en fait, chaque fois que tu passes un nouveau palier, tu as des nouveaux besoins. Exactement, c'est Maslow, exactement. Donc en santé mentale, l'un des points clés pour moi, que je donne toujours comme conseil aux gens, et c'est tout le monde, c'est comme tu dis là, endgame, limits. Et c'est pareil dans les relations avec tes amis. Hein. Les boundaries, moi, je sais que Maxi, c'est ce qu'elle m'a dit, qui aide beaucoup. Les boundaries, c'est te dire, tel ami pour moi, les amis que j'ai, voilà ce que je ne tolérais pas. Par exemple, moi, je me souviens qu'un truc qui me faisait beaucoup souffrir avant mentalement, c'était le sentiment de donner beaucoup pour les gens et que les gens ne me donnaient pas forcément à moi. Mais c'était parce que si je donnais cette impression d'avoir besoin de rien. Donc, je me suis établi une limite en disant,
quelqu'un qui me souhaite pas mon anniversaire, par exemple, je lui souhaite pas. Petty! Non, mais c'est même pas petit. Non, mais c'est pour mon équilibre. Parce qu'en fait, après, j'en voulais aux gens. Oui. Parce que j'ai la mémoire. Voilà. Je m'en souvenais assez que moi, je t'ai souhaité et toi pas. Et ça se trouve, la personne ne se souvient même pas que j'ai souhaité. Oui. Et sans vouloir te couper. Vas-y. Sur cette partie-là, parce que les amitiés adultes aussi, c'est tout un sujet à part entière. C'est le même sujet, exactement. C'est un gros sujet qui mériterait un épisode à part entière. Beaucoup de santé mentale. Oui, il y a beaucoup dedans. Et moi, ce que j'ai envie de faire un lien avec ce que disait Kai tout à l'heure, c'est qu'en fait, quelque chose que j'ai fini par apprendre avec les amitiés adultes, justement sur ces questions-là de... Tu vois, parfois, les réflexions, elles partent de petites choses comme la personne m'a pas souhaité joyeux anniversaire, n'est pas venue à ma soirée, a fait son truc, ne m'a pas invité, s'est marié, ne m'a pas invité, sauf moi, etc. Ça crée des petites tensions, mais qui commencent à prendre beaucoup d'espace. Et en fait, la première chose vraiment sur laquelle je m'appuie là-dessus, encore une fois, c'est la bienveillance. Et pourquoi ? Parce qu'une chose que j'ai réalisée maintenant à nos âges, c'est qu'en fait, 2 ou 3 mois, si tu n'as pas constamment des news de quelqu'un, tu ne sais pas ce que la personne a traversé entre-temps, a perdu quelqu'un, a changé de pays. Non, mais moi, il y a des gens, ils ont changé de pays, se sont mariés, ont eu des enfants. Tu n'es pas au courant. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je ne présume pas d'office que ça vienne. Comment on dit, que ce soit malveillant quand quelqu'un a fait un truc qu'on m'a oublié, je sais pas quoi. Faut quand même demander d'abord. Demande d'abord, parce que tu ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais parce que des fois, tu te sens mal après quand tu te dis, non, mais franchement, la personne a fait tel truc, elle m'a pas invité ou machin truc. Mais ça se trouve. Et après, tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle est en train de traverser un truc, t'as même pas idée. Tu te dis, purée, je l'ai jugé un peu vite. C'est clair que la première étape, c'est toujours être bienveillant. Quand même, voilà, d'abord. Mais après, effectivement, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que il y a des moments où on s'éloigne. Naturellement. Oui, c'est OK. Et qu'il faut l'accepter et que c'est OK. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'une friction entre 2 adultes pour que la relation, on va dire, s'étiole un tout petit peu. Ça peut être juste que d'abord, les vies nous respectives vous absorbent. Ça arrive. Ça peut être que vous avez aussi un éloignement en termes de chemin, de parcours. De parcours, de vision, etc. Et que je suis persuadée qu'on les sent, ces choses-là. Surtout si vous vous connaissez depuis un moment. Tu vois, quand quelqu'un commence à prendre une certaine direction, et ça peut être des divergences sur plein de trucs, ça peut être politique, ça peut être... Vous avez peut-être des valeurs différentes, quelqu'un a un nouveau cheminement spirituel, par exemple, il considère qu'il ne s'aligne plus nécessairement avec toi, et c'est pas forcément malveillant, c'est juste que... C'est pas contre toi, c'est juste que par moment aussi, il faut qu'on accepte, je pense, à l'âge adulte, et je sais que c'est difficile parce que paradoxalement, et c'est un sujet qui revient beaucoup dans ma communauté, les gens ont du mal à se faire des amis passé un certain âge. Tu vois, les gens ont du mal à se faire des amis. Or, justement, sur la santé mentale, le support system, notamment amical, est tellement important. L'idée de te dire, non seulement d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler, mais même le simple fait d'avoir quelqu'un qui, en fait, te connaît depuis un moment, et c'est que t'es pas toi le fou, la folle dans l'histoire. Je sais pas comment expliquer ça. Exactement. En fait, quelqu'un qui a suffisamment t'aimes bien, mais de recul aussi sur toi-même, pour que quand toi-même tu n'en as pas dans ta situation, tu sais, bon, si cette personne me dit ça, elle doit quand même avoir raison, elle me connaît depuis un moment, la personne sait que, etc., etc. Ça te donne une forme de soulagement, d'abord, dans un premier temps. Donc, le support system, c'est très important. J'arrête pas de le marteler parce que ce truc-là qu'on voit beaucoup sur les réseaux tu vois, c'est juste moi et machin truc. Non. Like, you can be alone. Self-made. Non. Et je le dis, je fais un mea culpa parce que moi-même j'ai été dedans. Mais heureusement que j'ai un support system. Mais le nombre de conneries qui m'ont empêché de faire. Non, mais vraiment, de mauvaises décisions que je n'ai pas prises parce que ces gens-là étaient là. J'en réalise la chance aujourd'hui. Donc vraiment, prendre le temps, justement, si on tient à sa santé mentale, il faut prendre le temps de nourrir le lien qu'on a avec son support system. Mais je pense que ce serait intéressant, tu nous parles de The Kitchen. Oui, The Kitchen Cabinet. Voilà, tu vas nous parler de ça. Mais tu sais qu'on avait dit épisode spécial après couple et parentalité, pourquoi pas, et amitié. Non, parce que c'est trop important. Le Kitchen Cabinet, rapidement, c'est juste j'ai pris ça d'Oprah, qui disait qu'elle a un conseil, 5 ou 6 personnes qu'elle consulte en général quand elle a des décisions importantes à prendre. Et je me suis rendu compte après coup que moi, j'avais ça aussi. Et donc, c'était un mix d'amis, de personnes dans le milieu professionnel qui sont pas des amis, mais pour qui j'ai un immense respect et qui respectent aussi ce que je fais. Et donc, en général, quand j'ai des décisions importantes à prendre, je les interroge individuellement, de la même manière. Ils ne se consultent pas, généralement, et je regarde les réponses qu'ils me donnent. Et je le fais parce que je sais qu'ils ont du recul sur moi, ils sont bienveillants, mais ils me disent aussi les choses. Ils vont jamais me cacher la vérité, etc. Mais c'est un donnant-donnant. C'est-à-dire que, d'abord, je me positionne
s'ils le souhaitent, pour être aussi dans cette position-là pour eux. Les aider, Et 2, surtout, on a une espèce de contrat tacite où on accepte d'écouter l'autre. Voilà, on prend pas mal les choses. On le prend pas mal. Mhm. Et parfois, je peux te dire, parfois c'est blessant. Mhm. Oui, ce qu'ils disent. Ou ce qu'ils disent. Parfois, c'est blessant, mais comme tu sais que le postulat, c'est qu'ils ne le font pas pour te blesser, mais parce qu'ils savent qu'il faut que tu entendes ces choses-là, parce que sinon, personne à l'extérieur ne te le dira, ils sont dans leur rôle. Et moi, je leur donne encore plus de respect parce qu'ils le font. Alors, bien sûr, après, quand ils le font, j'ai un peu ma petite routine. Si je sais que la conversation a été un peu difficile, je prends un peu de recul, je vais souffler un coup, je mange du sucre, je fais mon truc. Je mange du sucre. Il faut prendre quelque chose pour faire. Non, mais c'est clair. Il faut que je digère, parce que parfois, c'est pas évident. À digérer, c'est clair. À digérer. Non, mais voilà, parce que c'est pas évident. Mais t'as raison que le kitchen cabinet, il faut aussi un autre truc que les gens disent. Oui. La fameuse bienveillance, c'est oui, les gens veulent ton bien, mais ils veulent te voir gagner. Gagner. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à assesser sur leurs amis. Et c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Si je leur dis, est-ce que tu es sûr que cette personne veut te voir gagner? Est-ce que tu l'as vu célébrer quand tu gagnes? Exact. Parce qu'il y a des gens, leur inquiétude derrière, c'est qu'ils ont des amis parce qu'ils ont été en galère ensemble. Ils Mais veulent ça pas ne que veut tu pas les dire... dépasses. On le voit dans le foot. They want you to do better, but not better than them. Exactement. They want you to be dans la même merde qu'eux. Voilà. Ouais. Mais ne rester là, t'élève pas trop, Toi, en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est le premier critère. C'est est-ce que quelqu'un... Mais ça, c'est pas des amis. Mais il y a beaucoup de gens, ce ils ne sont pas des amis, Non, mais je suis la vie fait désolée. que- Non, mais Non, en fait, non, parce que les gens Kali, ce construisent sont la pas vie- des non. amis. Ils développent une aigreur, ils sont pas aigris au départ. Exactement. Regarde, non, mais regarde l'entourage Pogba. Oui, l'entourage Au Pogba. départ, ils Oh, sont c'est un vrai sujet, Pogba. Quand ils signent à 17 ans, Non, 16 mais ans, lui ils sont aussi. contents pour lui. Non, mais c'est un vrai sujet. Mais entre plus 17 les ans années et passent. entre 17 ans et les faits qui lui sont arrivés, il s'est écoulé beaucoup de temps. Mais Pogba, après, c'était même pas les amis des amis. C'est la famille. Moi, c'est la famille. La famille, c'est pire. C'est Parce que pire, famille, t'as Paula, pas de porte de sortie avec la famille. Les amis, si. Les amis, je trouve qu'il a mis du temps à aller, voilà. Ouais. Mais après, je comprends. C'est facile à dire à distance. Mais c'est hyper Mais dur. quand tu es, lui, c'est hyper dur. Dans le milieu dans lequel il était, C'est très dur. C'est très dur de t'en extirper, ça, c'est sûr. Toi, Mais- Caïk, mais- quand tu disais ça, tu pensais à quoi? Vas-y. Ouais, non, je pense que sur les amis, tu vois, tu parlais de la difficulté de se faire des amis. Oui. Je dirais que c'est surtout la difficulté de se faire différents types d'amis. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont des amis et ils restent avec ces amis. Ils sont fiers de dire, moi, j'ai ces 3 amis. C'est ceux-là que j'appelle amis. Sauf que tu changes, Oui, eux, tu ils évolues. changent, etc. Et que c'est en fait extrêmement important que tu aies aussi un autre entourage en fonction de qui tu es aujourd'hui, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été, avant vie entrepreneuriale, pratiquement tous mes groupes d'amis, c'est moi qui les ai fait se rencontrer. C'est-à-dire que j'étais vraiment the plug. Connecteur. Vraiment, Nokia the connecting plug. people. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, je pense que si je ne l'avais pas été, tu vois, peut-être que je serais plus dans certaines discussions, quoi. Parce que, oui, parce que en fait, aujourd'hui, j'ai moins de temps, tu vois. Mais le fait aussi que j'ai été le plug, et puis comme je te dis souvent, moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je les ai pas mal associés. J'avais fait quand j'ai démissionné de mon taf, j'avais fait une soirée, etc. Et tout ça. Donc, ils sont en mode supportif. Mais il se trouve que t'es pas au baptême de l'un, t'es pas au mariage de l'autre, t'es pas un truc. Tu loupes des etc. milestones de leur vie. Voilà, exactement. Et du coup, les années passent et le cahier de 2025 n'est pas le cahier de 2015, tu vois. Et eux, pareil, tu vois. Les gens évoluent. Donc, en gros, après, quand on repense son entourage, on se dit, mais attends, mais du coup, mes amis, je les vois plus. Tu vois, et puis tu te demandes, mais est-ce que c'est OK de créer de nouvelles amitiés? De nouveaux amis. Et sauf qu'il y a un certain âge, moi, je me suis souvent posé la question, tu vois, sur le sujet des amis, parce qu'en fait, effectivement, passer un âge, surtout les gens qui changent de lieu, ils se posent souvent cette question-là de, en fait, comment je fais des amis? Parce que quand tu as 20 ans, les amis se font de manière extrêmement futile. Vous avez rigolé là. Vous avez des intérêts en commun. Voilà. Vous vous êtes trouvés au même concert thème cette musique. C'est fini. Si tu analyses les amis que tu as eus quand tu avais 20 ans, tu vas voir que vous vous êtes rencontrés sur rien du tout. Alors qu'aujourd'hui, tu vas chercher un truc plus profond, etc. Donc, il faut être intentionnel dans la création de son entourage. Il faut être intentionnel. Tu vois, quand tu parles de kitchen cabinet, les gens, ils vont... Tu vois, ils peuvent fantasmer et se dire, bon, bah oui, bah en fait, finalement, je n'ai qu'à créer. Non, ça se trouve que les gens qui vont être dans ton kitchen cabinet, ce sont des gens à qui tu ne parles pas très souvent aujourd'hui. Clairement. Ouais. Donc, mais c'est un contrat, comme dit. Voilà, c'est un contrat tacite. Tu sais ce que tu dis est tellement juste. Quand on est beaucoup plus jeune, je pense qu'on devient amis, j'allais dire, par circonstance. Quand on est plus vieux, par valeur.
Tu vois, la vérité, c'est que si tu veux devenir ami avec quelqu'un par valeur, you have to know the person. Donc, en fait, faudrait que vous soyez dans une espèce d'interaction qui permette même que tu en apprennes vraiment profondément et que tu sur ressentes les valeurs. Et que tu ressentes les valeurs de l'autre. Et je pense qu'effectivement, quand tu veux créer cet entourage-là et apprendre à être sélectif avec lui, il faut effectivement à un moment donné que tu apprennes d'abord à connaître les gens au-delà du côté superficiel. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Donc déjà, ça va te faire un tri, je pense, assez conséquent dans tes années parce que tu ne connais pas profondément tous les gens de ton entourage. C'est pas possible. Donc déjà, il faut que tu fasses un premier tri à ce niveau. Ensuite, une fois que tu as fait ce premier tri-là, il va falloir aussi accepter par moment, comme tu dis, que tiens, la personne que tu pensais être comme ça, en fait, une fois que tu la connais un peu mieux, finalement, il y a des aspects de son personnalité avec lesquels tu as un peu de mal. Tu vois ou d'autres gens te font réaliser que telle personne, en fait, a des aspects que toi, tu voyais même pas. Que tu voyais pas. Tu n'avais pas de recul, etc. Donc, il faut aussi, du coup, accepter, quelque part, de peut-être dire au revoir. Non, ou pour moi... Ou poser, ou ajuster. Ou ajuster. Moi, ce que ma mère, un truc qu'elle m'a donné comme grand conseil, que je recommande toujours aux gens, elle dit, en fait, tu n'as pas à être ami avec tout le monde pareil. Oui, exactement. Bien sûr. En fait, moi, j'avais ce défaut tu sais pour moi, on est amis, c'est-à-dire qu'on fait tout. Voilà, c'est exactement ce que j'essaie de dire. Tout doit être ça. Ce que tu disais de la différence, c'est là. Il y a des gens, en fait, non. Vous avez certaines choses sur lesquelles vous êtes très bien ensemble. Vous pouvez bosser ensemble, vous pouvez se faire du sport ensemble, mais ils ne viendront pas à ton anniversaire. Il y a des gens avec qui tu vas, par exemple, venir à ton anniversaire, ils seront super cool pour rigoler. Tu vas parler de business avec eux. Exactement. En fait, il faut accepter que tu ne peux pas faire tout avec tout le monde. Après, parfois... il y a un décalage parce que la personne se dit que... Exactement. Et c'est là que les tensions commencent. Et puis tu reçois une invitation à un mariage, tu dis voilà. Je suis dans ce niveau de la personne. Exactement. Tu vois que la personne en fait te considère comme toi tu la considères pas. Mais et ça c'est pas évident. Mais il y a un truc du coup dont on n'a pas parlé, Caïk, moi qui m'intéressait quand même de savoir toi. Quel a été pour toi, parce que je pense que toi, Paola, à l'époque où tu as eu ce burn-out, t'es pas allé voir un psy? À ce moment-là, non. Non. T'es allé voir un psy combien de temps après? Des années après. Et toi, Caïk, je dirais, est-ce que toi, tu as eu... Mais quel était le moment le plus stressant, je dirais, de ta vie d'entrepreneur? Ou même de ta vie, tout court? Hey Tribe! N'oubliez pas, à la fin de chaque gazette, il y a une question que nous avons glissée à laquelle vous pouvez répondre et gagner un espace publicité dans ce teaser vidéo. Félicitations à nos 2 premiers vainqueurs, Jean-Wilfried Tonibo et Christian Biakov. Félicitations. Cette semaine dans Inside SOA Tribe, la tribu se pose de grandes questions. Que feriez-vous avec 500 000 € maintenant et que signifie réellement un patrimoine? Dans la rubrique Sharing is Caring, Morana nous partage une idée business tirée d'un film produit par Chen Yang et Amina nous recommande un podcast sur les dynamiques africaines qui mettent le poids sur une personne, à savoir le pourvoyeur ou le sacré. En Congossa Business cette semaine, on revient sur l'histoire d'un homme qui a misé 100 millions de dollars pour devenir l'homme le plus riche de l'histoire. Dans l'actualité de la tribu, Karine nous propose un atelier sur la protection de marque, prochain sujet mastermind. Quant à Jack Berry, lui recherche un conseiller financier au Kenya et Linda Mouton offre une séance d'1 heure de questions-réponses pour nous aider à trouver les bonnes actions commerciales à poser dans nos différents business. En ce qui concerne le profil de la semaine, elle nous vient du pays des éléphants. Elle exerce dans l'éducation depuis 10 ans et a un side business dans la location de courte durée à Abidjan depuis 4 ans. Pour découvrir de qui il s'agit, rendez-vous jeudi. N'oubliez pas, chaque semaine, de nouvelles opportunités de grandir ensemble. Bye guys! Tu dirais c'était quoi le plus stressant? Non, parce que c'est vrai que c'est un truc dont je vais prendre peut-être les récents, comme je parlais de 2024. Ouais. 2024. Ce qui a été particulier, c'est au début d'année, parce qu'il y avait l'euphorie de la CAN. Oui. Et quelques jours plus tard, en fait, j'étais à Kinshasa parce que ma mère était en train de perdre son père. Son père qui est mon grand-père, qui est même mon meilleur ami. On a voyagé ensemble, on fait des débats ensemble. C'est mon gars, quoi. C'est mon gars. Vrai. Et donc, tu te retrouves... c'est particulier parce que, tu vois,
tu sais, les stories, ça reste 24 heures. Donc, les gens, ils te voient, tu étais à la finale, tu vois, c'est cool, quoi. Mais ils savent pas. Coup du marteau, Tu machin. en haut. Ouais, mais ils savent Tu vois, pas t'es que... haut. Et après, tu te retrouves, t'es à l'hôpital. Oui, préparez-vous au pire, etc. Wow. Et puis après, quand t'arrives, ils se réveillent un peu. Donc, tu repars, en fait, c'est plus... Oui, les Voilà, montagnes russes. c'est montagnes russes. En plus, ma mère, elle a ce caractère où elle va te dire non, ne viens pas, totem Exactement. d'abord, etc. Et tout, tu vois, Totem donc tu d'abord. dois aller au-delà de ça. Parce qu'en fait, ma mère, c'est le parapluie sur, tu vois, sur tout. Tout le monde, ouais. Et d'ailleurs, après, quand je rentre, du coup, après, elle m'apprend qu'il est parti. Et d'ailleurs, je suis persuadé, enfin, j'en ai pas parlé avec elle, mais je suis persuadé qu'au moment où à l'aéroport, elle savait. Elle savait déjà que Mais je pense qu'elle s'est dit, il va pas partir. Si jamais je lui dis. Ouais. Parce que quand je suis à Abidjan, je suis revenu. T'es revenu. Rien à foutre. Voilà. C'est les mamans. Combien de temps après? Je suis revenu pour les funérailles. Enfin, Il s'est écoulé combien de temps jours. entre quand t'es parti et quand t'es revenu? Je sais pas, une semaine ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, tu es dans la période où, parce que du coup, elle allait chaque matin à l'hôpital, etc. Alors, ma mère étant ma mère, elle connaissait tous les gens à l'hôpital. Ah ouais, l'infirmière. On va voir un tel, on va voir un tel, on va voir un tel. Et le coussin, et le machin. Elle contrôlait toute la zone. On aurait dit la directrice de l'hôpital. Tout ça. Et tu es là. Tu entends donc les retours des médecins, etc. Et en même temps, tu as sur ton WhatsApp quelqu'un qui veut négocier un devis de je sais pas combien, il veut que tu enlèves $50 dessus. Tu vois? Donc, c'est à ce moment-là, en fait, je pense que on a utilisé les mots équilibre, déséquilibre. En fait, c'est le décalage. C'est pour ça qu'il faut être bienveillant avec les gens. Parce que j'en veux pas aux gens qui négocient leurs trucs. Oui, non, ils peuvent pas. Ils sont dans leur bulle. Hein. Mais il faudrait pas que à ce moment-là, je sais pas, ils pètent un câble ou ils parlent mal, etc. Parce que toi, tu vas démarrer au quart de tour. Tu vois, donc tu vois, il y a ce décalage. Tu as l'impression d'être dans un décalage horaire en fait, parfois, tu vois. Et non, parce que tu es dans deux réalités. Non, c'est un décalage émotionnel total. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je vois souvent, d'ailleurs, récemment, vous connaissez l'influenceur Tonio Life? Oui, bien sûr. Oui. Il a fait une vidéo témoignage où il parle pendant 45 minutes. Ah ouais? Parce que maintenant, il est très actif dans son église. Ah en fait, il raconte toute sa vie. Vous allez regarder, vous allez pleurer. En fait, c'est-à-dire le gars ultra marrant, etc. Enfin, on le sait, c'est un comique, on le sait. Il y a eu tellement de trucs. Comiques, et d'ailleurs, les comiques te le disent souvent. Souvent, c'est eux les gars qui ont commencé à être comiques pour pouvoir supporter certaines choses, tu vois. Et donc, c'est ce décalage, en fait, moi, auquel je fais de plus en plus attention. Donc, ça, c'est sur le côté perso. Et donc, côté pro, ils peuvent pas savoir. Donc, tu vas mettre un minimum ou tu vas demander aux équipes d'ajuster. Et puis après, les autres sources de stress, par exemple, moi, que j'ai eu récemment, c'est particulier parce que c'est des trucs que je gère. Par exemple, tu peux avoir une incompréhension avec madame, tu gères. Tu peux avoir une incompréhension avec, je sais pas, des amis, comme on disait, qui, ils te trouvent pas très présent. Tu peux avoir... Mais en fait, c'est quand tout arrive en même temps. Ouais. C'est souvent quand il y ça. a un timing. C'est-à-dire que tu peux te trouver fort, mais il y aura un moment dans ta vie, dans ton année, où les choses vont arriver en même temps. Oui, c'est et je compare ça un peu à un gardien de but qui est excellent. Et s'il y a 2 ballons sur le terrain, tu vas encaisser. Tu vois? C'est-à-dire Je sais pas quoi, de quel côté tu plonges. Quelle que soit ta puissance, s'il y a 2 ballons sur le terrain, tu prends. Tu vois? Et donc, à ce moment-là, il y avait incompréhension les amis sur certaines choses. Et puis, en plus, j'apprends que une stagiaire qu'on a eue chez Totem est décédée à ce moment-là, la jeune Fonta. Oui, Fonta Sidibé. Ouais, qui a fait très smart, etc. et tout. Et donc, tous les gens avec qui tu interagis ne savent pas, en fait, l'autre truc, tu vois. Ouais, personne ne voit les différentes sources de stress. Tu es habitué, et en plus, quand tu as la casquette... Enfin, moi, normalement, je suis le fixeur. Celui qui gère, exactement. Tu vois? But who fixes the fixer? Tu vois? Donc, du coup, là où tu retrouves le côté... tu vois, on utilise toujours le mot léthargie, etc. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que
le truc où t'as pas d'énergie pendant un moment, tu vois. C'est léthargique. Mais ma chance, par exemple, sur ces moments-là auxquels je pense, c'est que je sais que là, c'est chaud. Ouais, ça va pas, etc. Tu vois, je le sais. C'est-à-dire, c'est pas en mode ouais, mais bon. Pilote automatique. Ouais, pilote automatique. Il y a du pilotage automatique pour des choses parce que aujourd'hui, il y a des trucs dans mon business qui font partie de ma routine. Mais c'est sûr que c'est pas. Oui, à ce moment-là, s'il y a un appel d'offres énorme. Ouf, ça peut être compliqué. Et donc, quand on est conscient, enfin, bon, en tout cas pour mon expérience, c'est que ça dure pas longtemps. Et puis, mine de rien, même si tu as des incompréhensions avec ton entourage, si ton entourage bienveillant, si voilà, enfin, ça se remet en place. Et donc voilà, sur les moments qu'elle vient. Tout ça. Alors, moi, j'ai été voir, je te dis que j'ai été voir pour la première fois il y a quelques semaines, mais c'était pas forcément lié à un événement. En fait, je m'étais toujours dit que le jour où j'irai, je voudrais pas que ça soit suite à quelque chose. Ah, intéressant ta logique, ok. Bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tu voulais une baseline scène, genre quand je suis en temps normal. Exactement, mais le contre-coup, c'est que je me suis dit, mais je vais dire quoi? Il y a toujours quelque chose à dire aussi. Il y a des gens qui disent ça, c'est un très bon point. Pourquoi j'en vois quelque chose. Et puis, je sais pas si vous avez entendu le truc, tu dis, je me sens bien, peut-être qu'il va aller me trouver un truc. Oui, je vais pas dedans. C'est mieux, je dis. Exactement, tu vois. Et donc, non, c'était plus dans l'esprit, comme si j'allais à la salle de sport, comme tu dis souvent, tu vois. Exactement. Ouais. Je me suis dit, bon, on va commencer à exercer. Ouais. On va exercer ça, tu vois. Et donc, c'était plus sur le self-awareness. Et du coup, tu parlais de comment est-ce qu'on trouve, on identifie. Là, je sais pas, j'ai demandé, je crois, à Edith Régis, enfin, j'ai demandé quelques contacts. Et puis, je me suis dit, tu testes et puis après tu verras, quoi. Et ouais, bah, comment tu as trouvé ça? Non, l'expérience très intéressante parce que en fait, la plus grande force des psys, enfin, j'en ai vu qu'un, je dis des psys, mais c'est leur capacité à placer le silence. Ah oui, ils te disent rien, ils te regardent. Ouais. Tu sais qu'il fait ça, à mon âge, je sais. Tu n'es pas un débutant. Ouais, tu vois, tu sais. Mais en même temps, le contrat, c'est pas forcément une conversation au départ, tu vois. Exactement. Donc, du coup, c'est effectivement comment est-ce que je fonctionne et puis essayer de trouver les liens sur pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça. Après, moi, avec toujours ma recherche de cohérence, je vais dire, mais qu'est-ce qui dit que ça fait, c'est par rapport à ça, etc. et tout. Et tu parlais d'identification, par exemple. Moi, c'était important que, par exemple, il a directement tiqué sur mon nom. Et il connaît l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que si... je sais pas quels sont les ressorts liés à mon héritage familial, mais si quelqu'un en face ne connaît pas du tout l'héritage familial, ne se rend pas compte. Je pense qu'il passerait à certaines choses. Clairement. À côté de certaines choses. Et donc, du coup, ce qui était... ça, c'est c'était échangé sur peut-être les choses qui méritent, les choses qui me gênent, ma vision de la gestion des conflits. Pourquoi... c'est marrant, je crois. Est-ce que c'est pas toi qui as posté ce... Tu sais, mais après, tout le monde poste ce truc-là. Les hommes aiment la paix. Oui. Mais tu vois, c'est vrai, ça paraît cliché. Mais par exemple, moi, j'ai l'impression... Parfois, je me dis, j'aime trop la paix, peut-être. Tu vois, j'aime vraiment ça, tu vois. J'aime vraiment ça. Et après, on t'explique aussi. Donc, quand tu lui expliques comment c'était dans ton enfance. Et puis, voilà. Et puis, en fait, ce qui est intéressant dans 10 000 détails, c'est surtout sur l'exercice, c'est que ça te permet, je sais pas, d'être plus aware
comme dirait Jean-Claude, du présent. C'est-à-dire que tu fais plus attention aux signaux. Tu fais plus attention à la manière dont tu réagis. Oui, tout à fait. Tu te regardes plus. Tout à fait. Alors que avant ça, quand tu fais pas cet exercice de savoir comment tu fonctionnes, tu regardes que les autres. Ouais, tu regardes ta tête et tu regardes les autres. Et tu fais comme d'ailleurs il me disait, tu installes des applis. Tu vois, déjà, tu as des applis natives. Tu vois, qui arrivent quand tu es né. Voilà. Et après, tu installes des applis, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en désinstaller? Et d'ailleurs, il est bon parce qu'il sait que je suis dans la tech, etc. Donc, il dit... Tu as placé ça, quoi. Il me dit, mais même le iPhone, il faut une mise à jour chaque année, non? Nice one, doctor. Jeu de jambes, le doc. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. Je pense que ce que tu as dit sur self-awareness, c'est drôle parce que j'arrive jamais à trouver le bon mot français pour ça. Je trouve que ça ne traduit jamais complètement l'idée. Bien se connaître. Oui, alors par défaut, on va dire ça. La conscience de soi. C'est hallucinant le nombre de gens qui arrivent, même à des 45, 50 ans, n'ont pas ce recul-là sur eux-mêmes. N'ont pas ce recul. Et ça, pour le coup, pour la santé mentale, c'est ça, malheureusement, qui rend les gens toxiques sur la durée. C'est qu'en fait, ils n'ont pas de recul sur leurs actions par rapport aux autres. Et c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont tellement pas de self-awareness qu'en fait, du coup, ne peuvent pas avoir d'empathie, ne peuvent pas avoir de bienveillance, ne peuvent pas effectivement avoir de recul sur les conséquences de leurs actions, de leurs décisions, de leurs paroles. D'accord ? Ils ne comprennent pas du coup pourquoi X, Y, Z ne marche pas et vont, même quand on leur fait ce feedback-là, que ce soit dans le pro comme dans le perso, vont se buter à un déni tel qu'en fait, ils vont fuir justement cette connaissance d'eux-mêmes. Et moi, parce que comme toi, je suis celle qui, tu vois, rabbit hole, je trouve un truc, mais pourquoi, etc. etc. Donc, je vais creuser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à creuser. Et je pense que souvent, les gens qui font ça, à mon avis, au fin fond d'eux-mêmes, se fuient eux-mêmes. Je pense qu'ils se fuient eux-mêmes. Ils savent un truc, ne veulent pas y faire face, etc. Et ce que je vois, et du coup, beaucoup chez les femmes, par contre, parce que... Ah, intéressant. J'en ai beaucoup, du coup, maintenant, par appel, qui m'appellent maintenant, qui bookent des sessions avec moi pour discuter. Et ce qui revient beaucoup chez elles, c'est l'excès de ce que je viens de dire. C'est-à-dire des femmes qui, du coup, ont une trop grosse self-awareness. Elles passent trop de temps à se regarder. Passent trop de temps à s'auto-analyser, à s'auto-critiquer. C'est-à-dire, elles ne laissent même pas le champ à quelqu'un d'autre de les critiquer. En fait, elles ont déjà fait tout le travail. Moi, je fonctionne comme ça. Oui, non, mais même dans l'autre sens. C'est-à-dire dans le négatif. Dans le négatif. En fait, elles intègrent tellement d'autocritique. C'est ça. Qu'elles ça les paralyse. Elles en sortent pas. Elles ça sont crée paralysées. un cercle, mais vraiment paralysant. C'est vrai. Ça va très loin. Mais elles n'agissent plus. Est-ce qu'elles ont consulté? Parce que justement, normalement... C'est ce que je leur dis. Chaque fois, je leur dis, mais allez consulter, parce que ce qui est drôle, c'est que en général, elles peuvent caler 1 heure ou 2 heures avec moi. Celle qui cale 2 heures, la première heure, je les laisse parler. Et en fait, they say so much about themselves. Et parce que je vais justement creuser dans le passif familial, et je vous assure, c'est pas un cliché, quand les psys vous disent tout se passe dans l'enfance. Mais oh mon Dieu. Mais c'est juste qu'on revient toujours à ça. On n'y pense pas. Enfin, forcément. Tu croises personne qui te dit raconte-moi ton enfance. Toi-même, quand tu es seul avec toi-même, tu te dis pas tiens, enfin, tu vois. Ça dépend. Je pense que si tu as des traumatismes qui remontent à l'enfance, par exemple celles dont je parle, elles ont à peu près toutes le même profil, c'est-à-dire qu'elles sont toutes très très performantes sur le plan professionnel. Mais en fait, du coup, pour arriver à ça, elles ont dû occulter énormément de choses. Elles ont dû absorber énormément de choses. Et donc maintenant, elles arrivent à des niveaux où, par exemple, elles sont en entreprise, doivent passer certains paliers, où là, et je leur dis tout le temps, on ne vient plus vous voir pour vos skills techniques, on a déjà vu que vous savez faire. Maintenant, c'est les qualités humaines. Maintenant, c'est la gestion d'équipe, c'est la gestion des émotions, etc., etc. Et là, mais elles sont paralysées. Il y en a une des dernières que j'ai eues au téléphone, qui m'a appelée. Elle pleure avant d'aller en réunion. Wow. On parle de quelqu'un qui est bac+6, qui a fait EY, je sais pas fait EY d'ailleurs. Enfin, elle a fait les grands, les Big Four, tout ça. Là, elle est dans une position aujourd'hui où elle doit passer en senior, je sais plus quel est le poste, mais elle pleure avant. Elle a mal au ventre, elle a des crises de panique avant d'aller en réunion. Et du coup, quand j'en parle avec elle, on dissèque le truc pour qu'elle m'explique pas à pas, en fait, du coup, ok, comment se passent les réunions en question.
Bah, c'est en fait parce que une fois, elle a dit quelque chose et puis elle a été reprise par un de ses collègues. Et elle, quand tu l'écoutes te raconter ça, t'as l'impression que genre le sol s'est ouvert. Et tout le monde n'a vu que ça. Je lui ai dit, mais je te parie ce que tu veux, que les gens ont oublié ça dès qu'ils sont sortis de la salle. Mais elle, c'était un moment traumatique de sa vie. C'est un moment, mais traumatique. Elle en pleure encore. Tu vois. Et donc, quand maintenant je dis, ok, tu sais quoi, ok, on va remonter un peu plus haut. Les études, ça se passait comment? Par exemple, tu étais dans quel système scolaire? Les notes, les moyennes, c'était comment? Qu'est-ce que les parents disaient, etc., etc. Mais on y arrive directement. C'est là où les culture de l'excellence, mais à la maison, qui était, mais laisse tomber. Mais ta copine a eu 18, pourquoi tu n'as que 15, quoi? Non, mais c'était ça. Et donc, c'est pour ça que j'arrête pas de dire à chaque fois que je pense que la vie adulte, à un moment donné, c'est aussi apprendre par moment à pardonner ses parents. Oui. Ah oui. C'est très important. C'est à ce moment-là que la vie adulte commence. Oui, là, non. Il faut que tu apprennes à pardonner tes parents. Il faut aussi les comprendre pour les pardonner. Il faut réaliser qu'eux aussi sont des êtres humains qui savent pas forcément tout ce qu'ils font. Mais c'est pour ça que je dis que tu les pardonnes. Tu sais ça. Surtout quand tu deviens parent après. C'est que tu comprends maintenant qu'en fait. En général, nos parents, ils étaient dans la vingtaine. Ils étaient dans la vingtaine. Le contexte n'était pas le même. Et à la fin, et je pense que c'est important de le dire, ils venaient quand même d'une autre époque. D'une époque de comment je veux dire ça, de manque. Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, ils voulaient, et ce que tout parent veut, hein, je pense pour la plupart, je ne parle pas des parents toxiques, etc., mais je pense qu'une bonne partie d'entre eux, c'était une époque de manque, c'était une époque de privation. Et donc, quand ils ont été en position de pouvoir faire en sorte que leurs enfants s'élèvent, effectivement, ils ont dû y aller un peu dur parce qu'ils ne voulaient absolument pas qu'on revive ce qu'ils ont vécu. Donc maintenant, effectivement, nous, avec le recul aujourd'hui qu'on a, on peut trouver que sur certains points, c'est trop loin. C'est allé un peu trop loin. Ils ont été un peu trop durs. Les remarques sur le physique, la violence physique qu'ils ont eue par moments, etc. Mais, comme je le dis, à un moment donné, quand tu deviens adulte, tu prends des choses avec beaucoup de recul. Moi, par exemple, depuis ces 2-3 dernières années, je parle énormément plus avec ma mère de son enfance. De son adolescence. Et j'ai compris, mais tellement de choses. Une fois qu'eux ils t'expliquent, il y a des choses qui commencent à faire sens, en fait. C'est un autre monde. Donc, il faut prendre aussi le temps. Si tu veux, petite idée business, je vois de plus en plus de pubs sur des petits carnets. Oui, les gens racontent où ils te disent les questions absolument posées à ses parents. Mais tellement. Mais je pense qu'il faut le faire. Tu sais que j'ai offert ça à mon père pour son anniversaire il y a 3 jours. Ah bon? Wow. Dad, tell me your story. Il faut qu'il réponde. C'est un carnet. Mais est-ce qu'il a écrit? Il est dedans. Il a commencé à écrire, il m'envoie les trucs qu'il écrit. Il dit, ça lui dit, raconte-moi ton histoire. Mais c'est bien, en plus, tu peux le passer après. Je t'avais envoyé le truc en plus. Je t'avais envoyé le lien. Je crois que tu m'as envoyé, ouais. Tu me le partageras, moi, ça m'intéresse. Moi, je l'ai sur Amazon. C'est Dad, tell me your story, il y a en français. Ah non, mais c'est génial comme idée, je trouve. Mais je voudrais qu'on revienne après cette histoire de abondance et scarcity, mais there's one thing that, quand tu parlais tout à l'heure qui est important pour moi, je pense qu'on parle, tu disais, tu parlais de beaucoup de femmes qui étaient tellement dans la self-awareness, etc., que maintenant elles sont un peu paralysées. Exact. Il y a un truc dont je pense qu'il faut qu'on parle quand même, ne pas traiter ce sujet quand on parle d'entrepreneuriat, des salariats, d'ambition. Je pense qu'il y a un sujet très important, bon, c'est un peu compliqué pour moi de en parler comme ça, c'est que, en fait, la gestion des émotions, plus tu essayes d'être dans le monde mercantile, moins les émotions comptent. Et ce qui se passe, non vraiment, le capitalisme est réel, mais c'est un vrai sujet. D'accord, il n'a pas de sentiment le capitalisme. Non, elle a juste souri en mode, je comprends pourquoi tu prends des pincettes. Non, mais c'est même pas, non, je pense pas que vous comprenez encore. Non, tu choisis tes mots. Non, mais si, on comprend. Vas-y. En fait, je sais pas comment expliquer. Bon. Mais tu veux dire que ça crée une discrimination? Non, en fait, non, c'est... On va dire qu'en termes de santé mentale, là, je suis obligé de parler de moi. Attends, dans le micro. Non, dans le micro, ouais. En fait, quand tu te rends compte d'une chose, c'est que l'une des choses qui m'a aidé quand je suis allé voir ma psy et qui a mis beaucoup de temps, je crois que c'est au bout de après 18 mois qu'on a parlé de ça, c'est elle a commencé à me demander à quel moment tu as commencé à couper tes émotions. C'est un truc que moi, je ne savais pas, c'est que comme beaucoup d'hommes africains, le truc était le plus dur chez moi et ma psy me le dit aujourd'hui quand on a fait les bilans. Au bout d'un moment, quand tu vois psy pendant 3 ans, tu arrives à un niveau où en fait, elle te fait des bilans d'évolution. Oui, bien sûr. Où il te dit, avant, tu avais du mal à faire ça, maintenant, tu arrives. Exact. Mon plus gros problème, quand j'ai commencé à travailler avec la psy en 2020, c'était que je ne savais pas quelles émotions j'avais. Mais c'est normal. C'est-à-dire que, non mais, aujourd'hui, ça me paraît choquant de dire ça, mais à l'époque, elle m'a demandé, oui, mais à quel moment... Enfin, elle me demandait, comment vous vous sentez maintenant? Je ne savais pas décrire. C'est pas que j'avais pas les mots.
c'est que littéralement, je ne ressentais rien. Est-ce que c'est que tu ne ressentais vraiment rien? Paola, je connais je sais que c'est un truc que peut-être toi, tu as du mal à comprendre parce que... Et c'est là où c'est intéressant parce qu'elle m'a expliqué que chez les femmes très jeunes, on vous socialise à faire ce travail. C'est ce que j'allais dire. Nous, on nous socialise, on nous donne le vocabulaire pour les oui, émotions. Oui. Vous, absolument pas. Ce n'est même pas moi, un sujet. Le vocabulaire, je l'ai eu en dehors. Mais le problème, c'est qu'il y a une étape d'avant le vocabulaire qui est une partie forte de la self-awareness. Et donc, c'est quand j'ai fait ma retraite de 10 jours que j'ai découvert ce truc-là que je ne savais pas. C'est la capacité à sentir. Les sensations de son corps. En fait, avant ma retraite spirituelle de 10 jours sans parler ni manger, je ne sentais rien de ce qui passait dans mon corps. Donc, je pouvais détecter la colère. C'est toujours l'émotion première d'ailleurs chez les hommes, parce que je crois que sans pouvoir couper, je pense que c'est la seule qu'on vous autorise vraiment à colère, frustration. Mais par exemple, la tristesse, je ne pouvais pas la détecter. Et en fait, je ne comprenais pas d'où ça vient. Et donc ça, c'est un point important pour moi, c'est que et pourquoi je vais laisser dans le monde mercantile, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte les expériences que vivent certains hommes en Afrique. En fait, comment tu les gères sont quand même particulières. Moi, je sais que l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé là, c'est le suicide la tentative de suicide de l'un de mes meilleurs amis chez moi, qui a fini par en mourir. I'm sorry. Et non, it's very strong. Et d'ailleurs, pour le coup... À qui t'as rendu hommage? Ouais, parce que mon fils porte son nom. Donc, c'est un truc qui, à l'époque, moi, si tu demandes aux gens de l'époque, j'ai un de mes meilleurs amis qui est psychologue, il a dit un truc, parce que peu de temps après que mon ami soit décédé, je me souviens, 2 jours après, il est venu me voir, il m'a dit, Moulay, c'est triste ce que je vais dire là, mais ce qui s'est passé, je comprends qu'il n'ait fait ça qu'avec toi. Il m'a dit, parce que de toutes les personnes que je connais, tu es le seul qui peut supporter ce genre de choses. Et quand il m'a dit ça au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, je suis pas... je me vois comme un gars plus sensible que la majorité. Parce que je suis plus expressif, je suis plus... Donc, je n'ai pas le sentiment d'être un gars plus solide ou qui encaisse mieux. Et en fait, après que j'ai compris, parce qu'en fait, il faut comprendre, quand ça s'est arrivé, c'était donc en 2009, moi, en vrai, quand tu fais le calcul, j'avais quoi, 20 ans 21 ans 21 ans. Et donc, dans cette histoire, il y a eu énormément de choses où j'ai eu des réflexes qui ont sauvé plein de choses dans la situation. Mais en fait, chacun de ces réflexes, quand j'ai expliqué à ma psy, pour pas rentrer dans les détails, elle a dit en fait, tout ce qui vous rend fier de vous dans ces moments-là, c'est parce que vous avez coupé vos émotions. Toutes les choses que j'ai fait, les réflexes que j'ai eus, et le fait que, par exemple, le lendemain de tentative de suicide, j'étais en cours. Je suis allé en cours. Ah ouais. Je suis allé au travail le surlendemain. Je n'ai jamais loupé un jour de travail, même pendant cette histoire. En fait, la fameuse résilience. En fait, la fameuse résilience dont les gens parlent. En fait, mais est-ce que c'était conscient ou c'était juste pour toi, tu as attendu en cours, donc tu dois aller en cours? Il y a 2 choses. Il y a la première chose qui est, je préférais ça que de rester à penser à ça. Ah, ok. Donc, ça, c'est le premier truc. Pour moi, ça veut dire qu'il y a une émotion quand même. Oui, ça veut dire qu'il y a une émotion. Oui, mais parce que c'est le mécanisme que tu développes, je pense, pour beaucoup d'hommes, c'est si ça va pas, fais quelque chose. Oui. C'est ce que tu appelles le fixing. En fait, pour moi, c'est permanente. Voilà, faut être productif pour compenser ce qui se passe ailleurs. Exact. L'autre chose, c'était qu'en fait, aussi, c'est triste, mais je pense pas que ce soit encore parti d'ailleurs, ça, ma puissance en parle encore, c'est... J'ai quand même toujours eu le sentiment, une fois que cette chose, c'est pas ça, que je devais vivre ma vie en partie pour lui. Donc, il y a une certaine responsabilité que j'avais l'impression d'avoir qui faisait, je me suis dit... Responsabilité ou culpabilité? Pas culpabilité, parce que maintenant, à l'époque, je me suis jamais senti mal pour lui. Parce que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, de ce que je sais de lui, et heureusement, Dieu merci, je sais plus de choses que la plupart des gens de cette époque sur pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est suicidé, je me suis rendu compte que je comprenais ce qu'il faisait. Je ne l'accepterai jamais, mais je comprenais ce qu'il faisait parce que j'étais assez proche de sa réalité, qui n'est pas la mienne, qui n'est même pas forcément objectif, mais ce que lui vivait et ce qu'il a ressenti en grosse partie à cause de son enfance. On revient toujours à ça. Parce que je suis l'une de ces personnes à qui a raconté son enfance comme il me l'a raconté. Je voyais quels mécanismes l'ont amené à faire ces choix-là. Donc tu avais de l'empathie. J'avais de l'empathie pour lui. Bah oui. Et c'est ce que Doukolo essaie de m'expliquer, du coup, mon pote qui est psy, je lui fais le salam, qui disait que mon empathie est ce qui faisait que je pourrais supporter ça. Mais le problème derrière, c'est que je me sentais responsable. Parce que, bon, d'ailleurs, j'ai un tatouage avec son nom aussi ici. C'est qu'en fait, une partie de ma vie, à partir de là, j'étais en mode, je peux pas ne pas réussir pour lui. Je peux pas, en fait, je peux pas devenir quelqu'un dont la vie n'est que des drames comme ça. C'est-à-dire que tu as vraiment
les drames que tu as dans ton enfance, les drames que tu prends là, et tu te dis, je vais pas être un autre Africain dont l'environnement et les choses qui l'ont entouré, parce qu'il a été trop sensible, s'est fait détruire. Donc, en fait, tu crées une espèce de carapace. Et je pense que beaucoup d'hommes peuvent comprendre ça. C'est en fait, tu ne veux pas accepter que l'environnement te bute comme ça. Ouais. Et donc, tu développes des réflexes, tu crées un truc. Et c'est compliqué parce que c'est un truc que toi, au moment où tu le fais, tu vois le résultat, tu es content. Parce que tu te dis, mon meilleur ami est mort, mais j'ai quand même eu mon diplôme, j'ai quand même eu mon taf, tu te dis, j'ai été résilient. Exactement. J'ai été au-dessus. Mais bizarrement, mais avec tu ne l'âge, penses pas ce que ça t'a coûté pour justement faire tout ça. Mais tu serais d'accord de dire qu'avec l'âge, homme ou pas homme, ce genre de choses, c'est de moins en moins ce qui nous rend le plus fiers. Le côté, il y a eu un drame, mais le lendemain, je suis là. Je suis là, ouais. Non, j'espère que non. En tout cas, c'est un truc plus... nuancé. Quand tu te construis... dans la vingtaine, il y a ce truc-là. Parce que tu as des choses à prouver aussi. Oui. Et je pense que l'autre truc, qui aide, c'est qu'il y a aussi plus d'espace pour que tu aies moins l'impression d'être seul à vivre ce genre de truc. Exactement. À l'époque où c'est arrivé, dans la sphère malienne, il n'y a jamais eu un suicide comme ça. Donc t'as l'impression que c'est qu'à toi que ça arrive. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Les podcasts comme ce qu'on fait là, j'espère juste, moi, en racontant encore une fois mon histoire, que quelqu'un d'autre qui a été proche de quelqu'un qui a pris sa vie puisse se dire, ah, ok, je suis pas seul. Clairement pas. Je ne suis pas seul à me poser ces questions. Et en fait, le problème, c'est que malheureusement, en Afrique, ce que moi je dis là, je suis désolé, mais je pense que s'il y a des gens au Mali qui m'écoutent, ils diront, t'as pas le droit de dire que c'était un suicide. Non, bah, s'il y a encore tout un... Parce qu'il y a des gens dans sa famille, d'autres personnes qui ont dit, c'était pas ça. Qui ont dit, il est mort de ça. D'autres choses qui n'avaient rien à voir. Mais c'est moi qui suis allé à la police en France pour expliquer ce qui s'est passé, pour être sûr que c'était pas un meurtre. Pas eux. Donc, si tu veux, le problème avec ça, c'est qu'en fait, et ce que je veux que les gens comprennent, c'est que, oui, tu as raison qu'aujourd'hui, tu pourrais pas dire fièrement aux gens, ouais, mon meilleur ami est décédé, mais j'ai fait ça. Ouais. Parce que le contexte aussi est devenu un peu plus compréhensible. Mais tu n'en parleras peut-être juste pas. Oui. Parce que ça paraît être un truc tellement... tabou et rare. En fait, c'est rare parce que personne n'en parle autour de toi. Tu as l'impression que ça ne t'est arrivé qu'à toi. Donc, tu te dis, mais... Enfin, je vais pas raconter ma malchance. Je vais pas raconter ma galère. Et la santé mentale, pour moi, c'est là où je veux vraiment en revenir. C'est qu'il faut faire attention parce que c'est beaucoup de trucs qui, en fait, ça t'arrive à toi et tu as l'impression que ça n'arrive qu'à toi. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous pensez que, du coup, le fait de savoir que ce qui nous est arrivé ou ce qui nous arrive est arrivé à d'autres, ça fait vraiment une grosse différence? Oui. Ah, moi, je le vois trop. Quand tu partages les histoires. Mais Open part de ça, je le vois trop. Tu partages un témoignage et tu as 100 autres personnes qui débarquent. Mais je te jure. Et je parlais tout à l'heure, le sentiment de honte, parce que c'est un peu ce que tu viens de dire. Le sentiment de honte ronge énormément.